Nous sommes le vendredi 1er novembre 2024 dans votre bureau, Madame Christina Kitsos, maire de Genève. Grand merci de nous accueillir. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de parler de vous et de cette année particulière, celle de la mairie et des projets que vous êtes donné à cœur de remplir durant cette année. Mais partons tout de suite de votre début. Vous êtes né le 5 février 1981 à La Chaux-de-Fonds. Vous êtes suissesse, mais vous êtes aussi grec. Et j'aimerais que vous me parliez un peu de ses origines grecques. Oui, bonjour. Ravie de la rencontre déjà. Alors, c'est vrai que quand je suis née, j'avais le passeport grec. Donc, on a été naturalisé. J'avais 6 ans, je pense. Je m'en rappelle encore très bien parce qu'il y avait une photographie qui avait été publiée dans l'Impartial de l'époque à La Chaux-de-Fonds. Et donc, le photographe avait choisi notre famille pour illustrer les différentes naturalisations qui avaient lieu dans le canton de Neuchâtel. Évidemment que j'étais naturalisée assez jeune. Donc, quelque part, pour moi, j'ai toujours été suissesse dès le moment où je suis née en Suisse. Par contre, c'est vrai que pendant toute ma vie, mais je pense moins ces dernières 15 années, si je peux dire, il a fallu souvent essayer de trouver des liens entre ces deux pays, entre ces différentes identités, ou des formes aussi de rupture ou de différence. Et je pense que c'est le propre un petit peu des personnes qui sont issues de la migration, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu ces éléments de comparaison qui interviennent finalement de manière inconsciente et parfois consciente, mais qui sont systématiquement présents, que ça soit de choses très basiques comme la météo, jusqu'à des choses plus complexes ou qui peuvent toucher à l'imaginaire des langues. Par exemple, un mot qui va nous venir d'abord dans une langue plutôt que dans une autre, ou avec une volonté parfois d'un peu travestir la langue, c'est-à-dire de faire des espèces de bricolage. On parlait grec à la maison chez vous ? Langue, voilà, alors on parlait grec, mais en même temps j'étais scolarisée tout le temps en français. J'ai pas fait d'école en langue grecque, même si j'ai été pendant un été, quand j'étais étudiante à Thessalonique, et là j'ai suivi des cours de grec moderne. Qu'est-ce qui a poussé vos parents à venir en Suisse ? Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Alors c'est déjà ma mère qui est arrivée en Suisse. Elle avait un oncle qui habite à Neuchâtel, qui avait épousé une Suissesse. Et elle voulait apprendre le français. Elle était venue comme fille au père. Et puis finalement, mon père l'a rejointe. Et comme ils avaient déjà une formation de laborantin, tous les deux, d'ailleurs ils s'étaient rencontrés au travail en Grèce, avant d'arriver en Suisse, et bien finalement ils ont trouvé un travail à l'hôpital cantonal de La Chaux-de-Fonds, et ils se sont installés en Suisse. Quelles ont été les valeurs importantes qu'ils vous ont apportées? Et je dirais, commençons peut-être par les valeurs grecques, s'il y en a de spécifiques. On connaît évidemment cette très longue histoire qui est celle de la Grèce. Est-ce que vous avez le sentiment que vos parents vous donnaient, je dirais, un peu une particularité, je dirais, qui remonte à la culture grecque lointaine par rapport à d'autres enfants qui étaient à La Chaux-de-Fonds à ce moment-là? Alors je pense que il y avait un univers culturel forcément dans lequel j'ai baigné. Ça, je pense, comme n'importe qui d'ailleurs, un univers culturel où il y avait beaucoup de musique, de Theodorakis, beaucoup, ça c'est sûr, mais aussi d'autres compositeurs, Hatzidakis aussi, très présents. Donc une omniprésence quand même de musique grecque, de chanteurs, chanteuses grecques. Que vous écoutiez Mélina à la maison ? Mercouri, qu'on écoutait à la maison, ça c'est sûr. Donc je baignais quand même dans cet univers musical-là. Et puis aussi la poésie. Je pense que mon père, notamment les dimanches, il avait tendance
à lire à haute voix des passages, etc. Alors parfois c'était un peu compliqué, je dois dire. Mais voilà, donc ça c'est peut-être déjà un point qui était présent. Ensuite, il y avait tous les souvenirs que mes parents pouvaient nous transmettre, de leurs souvenirs d'enfance en Grèce. Et puis un certain nombre de valeurs, justement. Alors, du côté de mon père, c'est sûr que ça a toujours été cette figure dont tout le monde parle un peu dans la famille, qui était cet oncle de mon père, qui était engagé dans la résistance en Grèce. Et mon père est né en 1943. Et quand il est né en 1943, donc il était tout bébé, donc cet oncle qui était jeune, bon, il a toujours été décrit comme très, très courageux, cultivé. Bon, après, peut-être qu'on a toujours une manière d'idéaliser aussi, hein, donc je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas connu et j'ai pas. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il a voulu venir voir le bébé qui venait de naître, donc mon père. Donc voilà, il allait le voir, etc. Et par la suite, il a été tué par les nazis. Donc ce qu'on raconte aussi, c'est une balle qui a traversé son crâne. Et d'ailleurs, quand il a été inhumé, à un moment donné, il a été exhumé, on pouvait voir ses dents très blanches parce qu'il était jeune, en parfaite santé. Et on voyait encore l'impact de la balle dans son crâne. Et par la suite, la maison familiale a été brûlée par les nazis. Donc mon père, en fait, quand il est né, en gros, il n'avait pas de maison, en gros. Et alors je prends cet exemple-là, mais pour dire que, alors au niveau des valeurs, je ne sais pas si c'est des valeurs, mais en tout cas, cette conscience qu'on peut très bien ne rien avoir du jour au lendemain, ou que voilà, les choses elles peuvent être très fragiles. Et quelque part dans mon engagement politique aussi aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que quand on voit un certain nombre de personnes, il n'y a jamais rien qui est figé. C'est là où on doit avoir des services publics forts, où on doit essayer de comprendre les parcours, voir comment est-ce qu'on peut créer des facteurs de protection dès le plus jeune âge. Je pense que ça, j'ai été très imprégnée par ça. Alors vos parents, en Grèce, ont vécu une page sombre de l'histoire de la Grèce, j'imagine, la Grèce des colonels. Est-ce qu'on parlait de ce moment de la dictature du pays dans votre famille? Alors, ce qui est très fou, alors moi je vous dis maintenant comme souvenir en tant qu'enfant, donc forcément qu'il y a souvent des biais, hein, parce que parfois on a un certain nombre de souvenirs, ou voilà, mais moi c'est vrai que je ne sais pas si c'est ce qui m'a marqué le plus ou si c'est ce dont on parlait le plus. Moi j'ai été très marquée par cette période de la Seconde Guerre mondiale, de cet engagement, surtout parce que par la suite, pendant la guerre civile qui s'est ensuivie, on avait encore un autre oncle qui était engagé avec une tante, et c'était donc des jeunes, hein, ils devaient avoir entre 15 et 18 ans, et qui ont dû partir en ex-Yougoslavie. Eux, souvent, ils transmettaient les informations, ils les utilisaient pour transmettre un certain nombre d'informations. Et dès le moment où en gros il y avait une difficulté, etc., et souvent ils partaient en ex-Yougoslavie. Donc moi j'ai une partie de ma famille qui s'est retrouvée à Zagreb, et ensuite qui se sont installés à Skopje. D'ailleurs j'étais allée les rendre visite, maintenant malheureusement il est décédé, mais j'étais allée il y a quelques années le rendre visite. D'ailleurs j'aurais voulu faire quelque chose de filmer et récolter son témoignage. Bon, il ne voulait pas, ce que j'ai trouvé incroyable, parce qu'après tant d'années encore il y avait cette peur de ce qu'on va faire de son témoignage, qu'il ne faut surtout pas... D'ailleurs, il avait changé son nom c'était plus Kitsos, c'était Kitsef. Et puis ces personnes-là, elles n'ont jamais pu revenir en Grèce, hein. Elles sont revenues en Grèce une fois qu'il y a eu l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Sinon, pour pouvoir venir, elles devaient passer par l'Italie, demander des visas et faire un peu comme si c'était un peu des touristes qui venaient d'Italie. Alors que finalement... La frontière avec le nord de la Grèce, c'est quoi? C'est 2 heures de route, à peine. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de souffrance par rapport à cette histoire. Et puis aussi, je pense, un manque de reconnaissance de la Grèce quand même, de ces enfants, de ces jeunes qui sont partis
et puis qui étaient sans famille, hein, quelque part, et qui même après la guerre civile, voilà, n'ont pas été reconnus en tant que tels. Et je pense que voilà, c'était cette guerre froide, cette peur voilà, du communisme, etc. Voilà. Et mon père, d'ailleurs, donc, et c'est là où j'en viens maintenant à votre question, en tout cas, ce qui était omniprésent, c'est que mon père, lui, avait une fiche. Alors sa fiche, c'était qu'il avait dans sa famille des communistes. Donc c'était pas lui-même qui était fiché, en gros, comme communiste, mais que dans sa famille, voilà. Et puis mon père, donc, ce qu'il a toujours dit, c'est que, en gros, qu'ils n'étaient pas communistes, parce que c'était pas du tout l'esprit. L'esprit, c'était que dans le nord de la Grèce, eh bien, voilà, il y avait une occupation. Qu'il y avait un certain nombre de personnes aussi, Thessalonique, les déportations, ça a été quand même... Thessalonique a complètement changé de visage. Il y a eu un herbicide aussi, même le cimetière juif a été complètement ravagé. La plupart des régions étaient occupées. Et la seule manière de s'engager, il n'y en avait pas 20 000 non plus de manière. Donc c'est vrai qu'à travers l'histoire, il y a eu aussi un petit peu des raccourcis ou des simplifications, comme bon nombre de personnes aussi, ou d'auteurs qui étaient engagés, puis à qui on a mis un peu des étiquettes, alors que finalement, selon le contexte, c'était une manière de vouloir gagner une indépendance, en fait. C'était pas forcément lié ensuite à tout ce qui a pu se passer dans les goulags ou je ne sais où. Vos parents, en arrivant en Suisse, quelles impressions est-ce qu'ils ont eues du pays ? Est-ce qu'ils vous en ont un peu décrit leurs premières années, leurs premières expériences dans le pays ? Alors, je pense que ça a été difficile. Parce que je pense que dans ces années-là, des années 70, déjà, c'était pas comme avec Schengen maintenant, où les personnes circulent, etc. Ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que même en tant qu'Européens, c'était pas l'Europe. Enfin, souvent, on a tendance à oublier, mais ça n'avait rien à voir. Le contexte migratoire pour les Européens dans les années 70 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'il y avait cette dureté-là. Ensuite, il y avait aussi, moi ce qu'elle me disait, ma mère aussi souvent, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Alors même si ces moyens, ils fragilisent parfois des relations plus authentiques, ou ils fragilisent nos liens sociaux, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'époque, c'était certains courriers qu'on s'écrivait. Mais on ne pouvait pas écouter par exemple des émissions radiophoniques en grec, on ne pouvait pas avoir le même type de lien qu'on a aujourd'hui. Comme pour les voyages, c'était plus compliqué parce que tout ce qui était l'aviation, c'était extrêmement cher. Donc c'était pas, il n'y avait pas. Alors je sais pas, peut-être que ça va devenir cher maintenant. Mais en même temps, la Grèce, bien évidemment, c'était le pays de rêve pour les touristes européens de l'Ouest et les Suisses en particulier. Est-ce que vous avez ressenti au fond cet exotisme que représentait votre pays pour les Suisses? Partir en Grèce, c'était quand même le rêve. Alors je pense que là, il y a un capital sympathie important, ça c'est sûr, et qui joue un rôle, parce que moi je savais qu'à l'école primaire, j'avais toujours les enseignants ou les enseignantes qui parlaient de l'acropole, qui disaient, qui m'interpellaient, ou des personnes qui parlaient de leur voyage, notamment des personnes qui y allaient chaque année. Donc avec vraiment, qui parlaient même quelques mots de grec et qui avaient développé, je ne sais pas comment dire, un lien fort, un attachement fort à la Grèce. Et ça, c'est vrai que ça a été très présent. Et vous, qu'est-ce que vous ressentiez comme fille, comme enfant? Est-ce que vous sentiez plutôt grec, plutôt suisse? Comment est-ce que vous jouiez sur ces différentes origines? Alors, je pense que ça a été un enjeu à un moment donné de savoir comment se construisait un petit peu mon identité. Et d'ailleurs, j'ai fait mon mémoire à l'université sur la question des langues en littérature et du bricolage identitaire. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça dans le cadre de mon mémoire en littérature. Et puis, puis après, il y avait une recherche, je pense, d'une forme de grécité, si on peut dire. Voilà, donc par exemple,
J'ai fait beaucoup de théâtre, et puis on a travaillé sur des textes autour d'auteurs grecs. J'ai mis en scène, par exemple, Ismène de Ritsos au Théâtre du Pommier à Neuchâtel. J'ai travaillé sur pas mal de textes, et puis à un moment donné, j'avais aussi envie d'aller vivre en Grèce, de vivre la Grèce en tant que citoyenne grecque. Donc tout ça, j'ai eu avec cette recherche-là très forte. Et puis, à un moment donné, finalement, ça s'est complètement effacé. C'est comme s'il y avait un problème un peu identitaire. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être trop fort, problème, mais en tout cas, un questionnement identitaire. Et puis, je crois qu'il s'est effacé avec Genève. Ah oui. Parce que... oui, effectivement. Enfin, effacé, je ne sais pas s'il s'est effacé, mais en tout cas, il s'est complètement apaisé à Genève. Apaisé, ah. Parce que à Genève, déjà, j'ai eu... j'ai ressenti à Genève... En fait, c'est pour ça que j'ai eu aussi un coup de cœur à Genève, c'est que à Genève, quelque part, il y a ce droit à avoir une multiplicité d'identités. D'ailleurs, ça fait presque partie, en gros, de l'âme genevoise, l'esprit de Genève. Et ça, on le ressent quand même de manière très, très forte. Et voilà. Et donc, du coup, il n'y a plus vraiment cet enjeu de concilier des identités, parce que finalement, l'identité, on part du principe qu'elle est multiple. Donc, dès le moment où on part du principe qu'elle est multiple, eh bien, il y a plus de questionnement, puisque à un certain moment, je peux être sensible à ça, à certains moments, je peux avoir telle fibre, ça se complète, ça se répond, parfois il y a des ruptures, mais finalement, c'est très organique. Et je pense que voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais pendant longtemps, c'est vrai que c'est peut-être moins fort aujourd'hui. Je me suis toujours dit que moi, ce qui m'arrangeait, c'était l'idée européenne. Ça, c'est vrai. Ça me revient maintenant. Et d'ailleurs, c'était pour ça aussi que j'aurais trouvé formidable que la Turquie soit membre de l'Union européenne. Parce que je me disais, voilà, ça nous règle, en gros, tous nos questionnements, tout le passé aussi, parce qu'en fait, j'ai aussi une partie de ma famille qui était des réfugiés d'Asie mineure. Par exemple, mon père, il y a une partie de sa famille qui était de l'île de Imbros, qui est maintenant une île turque, qui est tout près d'Istanbul, de Constantinople. Et voilà, et je me disais, mais ce serait formidable que tout ce berceau-là aussi, qui est aujourd'hui la Turquie, fasse partie de cette idée d'Europe. Et je pense que oui, elle devrait faire partie de cette Union européenne. C'est aussi la question de Chypre. Alors bon, aussi. Aujourd'hui, c'est Chypre aussi. Et Chypre aussi. Et je me disais, et voilà, tout est réglé. C'est et clair. donc, plus jeune, franchement, c'est pas une blague, plus jeune, j'avais vraiment cet idéal de dire, eh bien voilà, toutes ces questions identitaires, finalement, eh bien, l'Europe pourrait très bien les régler de manière harmonieuse. Au niveau suisse, on a un peu aussi pu voir aussi cette concrétisation sous un même... la Suisse aussi, dans sa diversité, dans ses antagonismes religieux de plusieurs siècles, quand même finalement trouvé aussi un modus Bon, pour vivendi. moi, la Suisse, c'est le meilleur modèle, je dois dire. Et alors, plus je vieillis, et plus je le pense. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre ce miracle, en fait, au-delà des langues. Je voulais juste revenir avec vous, si vous permettez, rembobiner un petit peu, comme on disait dans le passé, sur votre enfance encore. Est-ce que dans les valeurs que vos parents, les valeurs morales que vos parents vous enseignaient, est-ce qu'il y avait par exemple des valeurs religieuses? Est-ce que vous avez reçu une éducation religieuse? Alors, vous allez rire, mais donc mon frère a fait une éducation religieuse avec les catholiques, et moi j'ai fait une éducation religieuse avec les protestants. Ah, voilà. Mais nous sommes orthodoxes. Pardon? Mais nous sommes orthodoxes. D'origine, oui, comme voilà. la plupart donc des on Grecs. est baptisés orthodoxes. À la Chaux-de-Fonds, il n'y avait pas d'église orthodoxe. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de communauté grecque à Neuchâtel, elle était très, très faible, hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une petite communauté grecque dans le canton de Neuchâtel et notamment à la Chaux-de-Fonds. Et voilà, donc on a été baptisés. Et mon frère avait une amie dont sa mère est institutrice et faisait du catéchisme. Donc après l'école, ça lui faisait plaisir d'être avec ses amis. Donc il faisait, voilà. Et puis moi, c'est les cours qu'il y avait avec les protestants, c'était avant l'école. Je crois qu'il fallait aller plus tôt le matin, sauf erreur.
Et ça, c'était tout à fait facultatif, évidemment. Puis c'était moi qui avais voulu. Donc, c'est pas mes parents qui m'ont mis, c'était moi qui voulais. Et c'était favorable à ça, vos parents? Ah bah oui, ils ont Oui. dit, ah bah, si t'as envie... Parce voilà. que vos parents n'étaient pas spécialement religieux Bah, ma mère, en fait, le grand-père de ma mère était pop. Donc, ma mère, elle a quand même eu... Ah oui. Ah oui, d'accord. voilà, une éducation religieuse. Mon père aussi, hein, je pense que... Voilà. Mais vous ne les avez pas connus, alors? C'était le grand-père de votre mère? Oui, par contre, j'ai connu la mère de ma mère, qui, elle, alors était vraiment très portée par l'Église. Hein, donc, et puis, bon, bah, j'ai été baptisée. Et puis, oui, on fêtait Pâques. Donc, et j'ai toujours trouvé très beau, d'ailleurs, la Pâques orthodoxe, parce qu'il y a une théâtralité aussi, finalement, sur la condition humaine, de cette idée qu'on porte une croix, et de se ressusciter. C'est un peu cette idée qu'on peut retrouver aussi dans d'autres croyances. Par exemple, j'ai vu dans le rite Obon au Japon, il y a cette idée aussi où presque tous les jours, on pourrait se dire qu'on peut ressusciter dans une forme meilleure de celle qu'on est aujourd'hui en tant qu'être humain. Mais il y a cette idée-là quand même aussi des épreuves de la vie et comment est-ce qu'on peut les transformer, comment... C'est d'ailleurs la grande idée des Celtes et des Druides. L'âme Oui, on repasse, retrouve, renaît, oui, oui. renaît indéfiniment. En tout cas, moi, je l'ai toujours vu un peu comme ça, cette idée de la semaine de la Passion, en fait, de Pâques. Et donc, ça m'a toujours plu, mais plus à nouveau sur au niveau symbolique ou de cette théâtralité. Puis, il y a vraiment quelque chose de très beau dans des chants polyphoniques qu'on peut retrouver aussi dans l'Église orthodoxe, notamment chez les Russes, hein, tout particulièrement, mais aussi par rapport à la lumière, à cette... c'est vrai que Pâques, voilà, quand il y a l'épitaphe, on ressent vraiment comme un deuil collectif. Et ça, c'est une énergie collective, une force collective, une forme de fraternité, de sororité qu'on retrouve dans ce moment spécifique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la religion? Alors, bon, moi, comme j'ai dit, j'ai adoré les cours avec les protestants, je veux dire, j'en garde de très bons souvenirs. Il y avait une dimension très philosophique qui était très différente des cours que mon frère suivait. Parce qu'on parlait de Martin Luther King, après il y avait des choses sur certains principes, etc. Mais c'était vraiment, il y avait une vraie réflexion qui était amenée. Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de suivre ces cours, en fait, qui étaient très philosophiques. Et puis, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait une part de sacré. Je pense que notre entendement, il est fini, mais il y a quand même quelque chose qui nous dépasse. Maintenant, évidemment que sur tout ce qui concerne le pouvoir ecclésiastique, alors ça c'est encore autre chose. Donc moi je pense qu'il y a quand même... j'ai toujours séparé un petit peu les deux, si on peut dire. Et pour moi la croyance, elle n'est pas reliée forcément à une église ou à un texte fondateur ou à une icône. Même si je peux trouver des icônes très très belles, c'est plutôt relié quelque part aux valeurs communes que nous devons avoir de manière universelle en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant même, je dirais, pour pouvoir faire société toutes et tous ensemble. Donc pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc après, tout peut m'intéresser, en gros. Donc, je peux et d'ailleurs non, précisément... au niveau religieux, je veux dire. Non, mais tout peut vous intéresser, et je rebondis là-dessus, parce qu'au fond, quand je regarde votre biographie, eh bien effectivement, tout semble vous avoir intéressé. Le théâtre, déjà, vous avez mentionné, je sais que vous avez été auteur, vous avez fait de la mise en scène, vous avez fait des cours, et pas des moindres, de théâtre. Alors, cet intérêt pour le théâtre, est-ce que vous en savez un peu l'origine? Alors, bon, moi j'ai le souvenir d'être allée au théâtre avec mes parents. On avait vu le Malade imaginaire de Molière. Et j'ai commencé assez tôt, c'est vrai, au théâtre populaire roman avec Jacqueline Payel et Charles Joris. Alors maintenant, comment j'ai commencé? Est-ce que c'est moi qui l'ai demandé? Est-ce que ce sont mes parents qui... Comment ça s'est fait exactement? Je l'ai plus en tête, si ce n'est que j'ai ce souvenir quand même très présent de l'obscurité de la salle de théâtre, avec cette idée de dévoilement. Et là, tous les possibles sont ouverts, sont imaginés.
Et le fait d'aller en dehors de soi-même, au fond de jouer un personnage qui n'est pas soi-même, se donner une sorte de réalité de plus, est-ce que c'est un des éléments qui vous a tenté? Oui, je pense. Il y a l'amour des mots aussi, hein, l'amour des textes, des mots, ça c'était très fort. C'était très fort, je pense, chez moi. D'ailleurs, souvent, encore aujourd'hui, je peux lire un texte à haute voix juste pour le plaisir de, de, de l'entendre, de l'écouter, de pouvoir le déclamer. Donc il y avait ça de manière très forte. Et puis je pense que dans le théâtre, il y a quelque chose qui nous transcende et qui permet aussi de se réconcilier, je pense, avec l'humain. Et avec la misère humaine même, je dirais. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de leviers. À mon avis, il y en a deux. En tout cas, moi, j'en vois deux. Il y a l'art et le théâtre, en tout cas, pour moi, c'était vraiment, je pense, un levier très important. Après, je pense qu'il y a la nature, la beauté de la nature. Voilà, si on fait un effort physique pour arriver dans un endroit au milieu de la nature où tout d'un coup, on a une vue qui se dégage, là, il y a quelque chose quand même qui se passe, qui est difficile à expliquer. Et je pense qu'on peut retrouver aussi cette sensation justement à travers un certain nombre de textes, à travers l'art, le théâtre, la musique, etc. Et cette force-là, c'est quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de réparateur, mais c'est quelque chose qui permet de se recréer. Voilà, il y a cette idée aussi de quelque chose de très vivant, hein, c'est quand même un art vivant, où on se recrée à travers des mots, etc. Et où on arrive aussi quelque part à développer quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, mais de se mettre à la place de l'autre, d'essayer d'envisager certaines choses. Et voilà, ça c'est quand même assez incroyable. Et moi, il y avait quelque chose aussi de très... moi, je passais quand même beaucoup d'après-midi dans le grenier de Beau-Site, donc c'était le théâtre populaire roman, et on était tout un groupe d'enfants, de jeunes, on était dans ce grenier, c'était un grenier incroyable, où il y avait des costumes, il y avait des objets, il y avait des livres, et c'était incroyable ce lieu. Alors j'ai des souvenirs de ce lieu, je dois dire, c'est... Et vous aviez 11 ans quand vous avez commencé à vous intéresser à faire du théâtre. À 11 ans, vous démarrez. Et ce que je note aussi, c'est que pas longtemps après, à 13 ans, vous vous engagez dans le Parlement des jeunes. Alors ce Parlement des jeunes, 13 ans, quelle était l'origine à la Chaux-de-Fonds de ce Parlement? Alors je pense qu'à la base, dans toutes les classes, il y a toujours un enfant ou deux enfants ou un ou deux jeunes qui vont prendre la parole, presque à la place d'eux aussi, ou pour revendiquer quelque chose. Et je pense que j'avais peut-être un peu cette tendance. Typiquement, voilà, s'il y avait un groupe dans la classe qui disait « Ah, mais on aimerait faire ça, etc. » Après, il fallait bien que quelqu'un porte un peu la parole. Alors, j'avais un peu peut-être cette tendance. Puis, à un moment donné, ils avaient dit pour faire ce Parlement des jeunes, il faut qu'il y ait des représentants par école, etc. Puis, dans ce cadre-là, je me suis présentée. Et puis, donc, j'ai été nommée ou élue, je ne sais plus, en tout cas, c'était les autres jeunes qui devaient décider son représentant. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis d'ailleurs, dans ce Parlement des jeunes, il y avait un de mes autres amis qui était avec moi au théâtre aussi. Et on était trois d'ailleurs, avec qui on a gardé des liens. Alors il y avait Antoine Cholet, qui est professeur de sciences poétiques maintenant à l'Université de Lausanne. Donc on était ensemble au Parlement des jeunes et dans le bureau de ce Parlement. Puis il y avait Thomas Junot, qui adhérait au Parti socialiste d'ailleurs avant moi, qui a travaillé pour Didier Berbera. Et donc on avait ces liens d'amitié en fait aussi, voilà. Et puis je pense des valeurs communes et peut-être aussi des échanges plus intellectuels qui faisaient qu'on a développé ces liens, même si maintenant c'est vrai qu'on se voit très très peu, peut-être une fois par année et encore. Mais voilà, donc ça s'est passé un peu de cette manière-là. Après, moi j'avais aussi une enseignante d'éducation civique qui était libérale, qui était une femme assez incroyable, je dois dire, une jeune femme, je ne sais pas quel âge elle avait à l'époque, Dumont, sauf erreur, Madame Dumont. Et donc cette femme était engagée en politique libérale, elle a commencé à nous amener au Palais fédéral, on a rencontré Monsieur de la Murat, c'était incroyable ce moment. Enfin, moi, j'en ai gardé. Il y avait Joseph Ziziadis. On était allé à la télévision. On avait pu être dans les coulisses, sur le plateau du téléjournal. Il y avait Pierre Perret qui était là, le journaliste. On a pu échanger, etc. Après, il y avait une radio qui était venue nous interroger sur c'était quoi les projets
qu'on voulait porter pour la cité, etc. On avait simulé des votations, on avait fait un travail sur des caricatures, etc. Voilà. Et après, on avait même fait un questionnaire pour définir un peu où on se situait un peu sur l'échiquier politique. Et à ce moment-là, justement, vous aviez déjà donc là, un peu trouvé votre identité. Oui, c'est à quel moment vous vous êtes sentie femme de gauche? C'est quand j'ai fait ce test avec cette enseignante. Ah oui, c'est libéral. Oui, parce qu'il y avait ce test avec des questions, maintenant je ne me rappelle plus très bien, puis après à la fin, il y avait un peu des tendances, puis elle nous expliquait justement les différentes tendances, etc. Qu'est-ce qui vous a plu, vous? Qu'est-ce qui vous a séduit, je dirais, dans la tendance gauche, plutôt que de choisir peut-être celle qui était la tendance de votre maîtresse à ce moment-là? Bon, après, il y a quelque chose de très simple que mon père disait toujours, c'est dans la vie, on peut faire plein de choses, les gens, voilà, ils ont une forme de liberté, etc. Mais il y a quand même quelque chose de très basique, c'est que tout le monde doit avoir à manger, tout le monde doit avoir un logement, tout le monde doit... Voilà. Pouvoir vivre de ses moyens avec son travail, etc. Et puis, alors c'est vrai que ça paraît très simple, mais c'est ça. C'est qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de droits fondamentaux qui doivent être garantis. Et que pour ce faire, il faut qu'il y ait une juste redistribution des richesses, en tout cas une forme de justice sociale. Voilà, donc ça, je pense, c'est vraiment... Alors, je ne pense pas qu'à l'époque, je le traduisais de cette manière-là. Mais... Qu'est-ce qui vous tentait à ce moment-là? Si vous essayez de vous souvenir de ce qu'a été cette orientation, quels ont été les éléments forts, je dirais, qui vous ont fait vous sentir de gauche plutôt que de centre ou de droite? Moi, je pense que c'est ça. Le premier pilier, c'est vraiment la question que ce n'est pas normal, finalement, que certaines personnes ne puissent pas s'alimenter correctement et que d'autres aient en gros des surplus finalement qui ne répondent pas à des besoins, que certaines personnes ont des besoins vitaux qui ne sont pas remplis, et puis d'autres personnes qui ont tellement de ressources, je veux dire... Voilà, donc ces inégalités-là, je pense que ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Après, évidemment que les questions d'égalité, ça c'est quelque chose qui a été assez vite chez moi, assez fort. Je me rappelle toujours de Christiane Brunner, de la première grève féministe en 91, sauf erreur. Et donc ça pour moi, ça m'a quand même beaucoup marqué. Après, en tant qu'enfant, je dois dire que à un moment donné, je disais même j'aimerais bien être un garçon. Mais en fait, c'était pas du tout que je voulais être un garçon. C'est qu'en fait, j'avais bien compris, enfant, qu'il y avait un certain nombre de choses, de privilèges ou en tout cas d'approches qui étaient différenciées. Et ça, je l'ai vu assez concrètement, assez vite, je dois dire. Donc voilà, donc ça a été assez fort. Moi, je me rappelle, par exemple, même au lycée, quand j'avais voulu faire une semaine, parce que je voulais faire médecine, et puis on pouvait faire des stages comme ça. Donc j'étais allée à Préfargier, qui était une clinique psychiatrique, pour suivre un psychiatre, ce qu'il faisait, etc. Puis je me rappelle, au lieu de pouvoir accompagner le psychiatre et d'avoir un échange avec lui, c'était une infirmière qui était venue, qui était au demeurant très sympathique. Et puis pendant toute la semaine, on a essayé de me faire du lavage de cerveau, que je ne devais pas faire médecine, mais que je devais être infirmière. Puis moi je me disais, mais on se moque de moi de cette semaine. Et là je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors c'est parce que je suis une jeune femme, alors ça veut dire... Et puis d'ailleurs c'était ça l'argument, qu'en tant que femme, à un moment donné, j'aurais des enfants, donc c'était beaucoup plus compatible, infirmière que médecin... que c'est incroyable. Puis ça, c'est quoi? C'est dans les années 99, donc c'est quand même vraiment récent. Donc ça, c'est un exemple. Mais après, j'ai aussi d'autres exemples. Je me rappelle une enseignante qui m'avait prise devant la classe puis qui disait, est-ce qu'une femme doit s'habiller comme ça avec des Doc Martens donc sur le physique ou des choses comme ça. Donc je pense que... des choses de ce type-là, il y a quand même souvent eu. Alors, ce n'est pas des choses dramatiques, mais disons que j'ai toujours eu l'impression que
voilà, il y avait des freins, ou en tout cas une manière, mais faite en plus avec bienveillance, entre guillemets. Alors, le choix de vos études, vous avez étudié la philosophie, qu'est-ce qui vous a porté? Je crois que vous avez déjà abordé un peu quelques éléments qui nous font comprendre pourquoi, mais lorsqu'il s'agit vraiment de faire ce choix, qu'est-ce qui vous a vraiment déterminé? Alors la philosophie, c'est vraiment la capacité aussi à créer des liens. C'est vrai qu'au fil des siècles, ça a beaucoup évolué la philosophie, parce qu'au début, on peut dire que tout était presque partie prenante de la philosophie. Puis après, avec la spécialisation d'un certain nombre de domaines, voilà, la philosophie, c'est devenu un domaine beaucoup plus spécifique. Je pense que moi, ce qui m'a attirée, c'est qu'on exerce quand même la logique, le raisonnement. Donc, on a déjà d'ailleurs beaucoup de cours de logique, mais aussi une capacité justement à créer des liens entre différents domaines, de se décentrer pour amener justement une réflexion, une remise en question d'un certain nombre de problématiques. Voilà, dont les sociétés font face. Donc c'est ça qui m'a toujours intéressée dans la philosophie. Quels ont été les philosophes qui vous ont marqué le plus? Alors, moi c'est vrai que, je vous ai parlé avant d'Adam Smith. C'est vrai que cette théorie des sentiments moraux, pourtant je ne pense pas que ça soit un ouvrage marquant en tant que tel. Je ne pense pas que... comment dire, qu'il a marqué forcément la philosophie, d'ailleurs on n'en parle jamais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, et j'ai trouvé ça intéressant plutôt maintenant qu'au moment où je l'ai lu, parce qu'au moment où je l'ai lu, il ne m'avait pas spécialement marqué, mais avec le recul, plus on réfléchit justement à nos rapports sociaux et économiques, plus on revient aussi toujours à cette main invisible entre la demande et l'offre, etc. Et cette vision finalement qui a vraiment eu une influence très importante sur les théories économiques. Et plus je me suis dit, mais c'est incroyable qu'on n'ait pas relié à cette pensée cette idée du spectateur impartial qui doit se décentrer et pouvoir être un peu comme un observateur. Et quand on parle de sentiments moraux, c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est quelle est la dimension éthique dans une prise de décision économique, politique, quel est le cadre légal, et comment est-ce qu'on amène l'éthique finalement dans un graphique par exemple. Voilà, parce que c'est vrai que dans un graphique finalement on peut très bien voir où est le profit, on peut facilement comprendre ces enjeux-là, on peut faire des formules, très bien. Mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer cette dimension-là? Puis moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, parce qu'on voit qu'il y a certains pays maintenant qui disent oui, on fait aussi la dimension liée au bonheur. Je crois que c'est le Bhoutan, où il y a certains pays qui développent cette idée-là de dire qu'il n'y a pas que le PIB, mais il y a aussi on commence à voir d'ailleurs des graphiques assez régulièrement, des graphiques qui justement intègrent autre chose. Lorsqu'on regarde des schémas économiques, on commence à voir effectivement des valeurs, par exemple l'exploitation ou non des enfants, c'est aussi l'enjeu par rapport aux multinationales, où on joue effectivement sur ces éléments, ces paramètres en fait supplémentaires qu'il y a dans une gestion d'entreprise ou de multinationale. Et c'est ça qui m'a intéressée, parce que je me dis, si on avait fait les liens tout de suite entre ces deux ouvrages, peut-être qu'on aurait pu voir aussi différemment notre rapport à l'économie finalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant vos études, ou à peu près à ce moment-là, on connaît le choix politique que vous faites, et puis vous vous engagez aussi au sein de Youth for Europe. Donc là, c'est déjà un choix, vous l'avez déjà un petit peu abordé, cette question de l'Europe de laquelle vous vous sentez une part prenante. Youth for Europe, qu'est-ce que vous espériez apporter dans cet engagement? Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, je me suis toujours sentie très européenne. C'est ça, c'est-à-dire qu'au niveau identitaire, vous m'aviez posé la question avant, pour moi, l'identité, c'est l'Europe, quelque part. Donc, c'était tout à fait naturellement que je suis allée dans ce mouvement. Et puis là, l'idée, c'était d'être des jeunes politiciennes et politiciens et d'échanger sur un certain nombre d'enjeux politiques
que ce soit des assurances sociales, que ce soit les questions de santé, de fiscalité. Donc c'était quand même des sujets politiques qui étaient abordés. Puis l'idée, c'était d'avoir une connaissance de ce qui se faisait dans d'autres villes, d'autres régions, d'autres pays, etc. Beaucoup de ces jeunes ont été élus après à d'autres fonctions. Parce que par exemple, ce Jonas Fricker, c'est celui qui était conseiller national vert en Suisse, qui faisait partie de ça, de Youth for Europe. Mais c'est celui qui a eu les propos la déplacés par rapport à la communauté juive, je sais plus ce qu'il avait dit, puis il a démissionné d'ailleurs, ça avait fait la une des journaux. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit. Lui, à un moment donné, c'était quand même une figure importante du Parti des Verts en Suisse, et moi je l'avais rencontré là, dans ce mouvement. Après, je me rappelle qu'il y avait aussi, d'ailleurs il y a des personnes aux Pays-Bas qui sont élues aujourd'hui, donc il y a un certain nombre... ou en Grèce, un certain nombre de personnes qui ont continué en politique et qui ont pris des fonctions plus importantes. Suite à leur engagement dans Youth for Europe. Oui. Alors, il y a le choix de partir... Il y avait pas mal de Suisses allemands dans ce mouvement. Il y a le choix de partir de ces régions neuchâteloises et d'arriver à Genève. Qu'est-ce qui vous y a poussé ? De partir de Neuchâtel. Moi je pense que... j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, j'allais partir. Je ne me suis jamais imaginée... D'ailleurs, je suis étonnée que je sois toujours restée en Suisse. Donc, c'est plutôt ça. Quand je suis partie une année à Paris, j'étais à la Sorbonne à Paris 4. À un moment donné, je voulais faire une thèse. Donc, j'avais toujours ça un peu en tête, de faire une thèse. Finalement, je ne l'ai jamais faite. Alors, ça m'est toujours resté. Alors, peut-être qu'un jour, à la retraite, je pourrais faire. Mais bref. Cela dit, quand je suis rentrée, je suis revenue en Suisse, là je me suis dit non, j'aimerais quand même renouer avec une vie plus académique, où il y a aussi un certain nombre de conférences, même si à la Chaux-de-Fonds il y a le Club 44 qui est très actif et avec un programme de très grande qualité. Mais il y avait pour moi quand même cette envie-là. Et il se trouve que ma tante qui habitait à Genève quittait son petit appartement qui était aux Grottes à ce moment-là. Et puis, je lui ai dit « Ah, mais j'aimerais le reprendre. » C'était l'opportunité. Alors, c'est vrai que c'était un peu un coup de cœur, un peu comme ça. J'avais commencé le MBA aussi, donc c'est vrai que je venais régulièrement à Genève. Je venais pour ces cours du MBA que j'avais commencé ici, aux hautes études commerciales. Et voilà. Alors par contre, où c'était un peu osé, peut-être, c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, c'était quand même osé, mais en même temps, j'avais pas d'engagement non plus particulier parce que j'étais seule, j'avais pas d'enfants, C'est vrai que j'ai quitté mon emploi, mes engagements que j'avais à Neuchâtel, et puis je suis venue à Genève, comme ça. C'est-à-dire que j'ai décidé que je voulais vivre à Genève, et je suis venue à Genève. Et là, vous entrez au département de l'instruction publique. Vous avez été entre 2009 et 2020, si je me souviens bien. Donc une longue période. Et alors, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quels ont été pour vous les enjeux principaux auxquels vous avez été confrontés. Aujourd'hui, quand vous réfléchissez à cette longue période, quels ont été les enjeux principaux, les moments où vous avez été aux prises avec les choses qui vous paraissent les plus importantes rétroactivement ? Dans la première partie de mon engagement au département de l'instruction publique, c'était ma proximité avec Charles Lebert, ça c'est sûr, parce que c'était le conseiller d'État qui m'a engagée, en gros, quand j'ai commencé dans cette fonction, qui a évolué au fil des années. Donc, donc j'ai beaucoup appris, je dois dire aussi, dans cette période-là, surtout la machine administrative, les différentes temporalités. Parce que c'est vrai, la temporalité du politique, ce n'est pas forcément celle de l'administration. Parfois, il y a des accélérations, parfois, on décélère sur certains projets. J'ai pu représenter le conseiller d'État en commission, d'avoir les liens aussi avec les députés, etc. Donc là, il y a eu toute cette machine politique et administrative. Je l'ai vraiment, travaillée, côtoyée, apprise, là, avec l'adversité aussi qu'elle peut comporter. Donc j'ai beaucoup appris aux côtés de Charles Lebert. Ça, c'est le premier point. Après, sur les dossiers, je pense qu'il y a eu un dossier très important sur lequel
j'ai pu travailler, c'est celui de l'école inclusive, qui bien sûr ensuite a été développé par Anne-Emery Tarasinta, mais le premier concept, on l'avait travaillé avec Charles Lebert, c'est-à-dire de changer de paradigme et de faire en sorte que ce soit les institutions finalement qui s'adaptent à un certain nombre de besoins particuliers et non pas les enfants qui doivent finalement se suradapter ou voire être exclus et dans des structures spécialisées. Et donc voilà, l'idée c'était de pouvoir s'imprégner aussi d'un certain nombre de pays voisins, par exemple l'Allemagne, qui ont développé aussi au niveau architectural une vraie pensée de l'inclusion. Et finalement cette inclusion, voilà, il faut aussi qu'il y ait cette idée d'immersion, c'est-à-dire que dès le moment où on sait qu'il y a des différences, qu'il y a différents besoins et que c'est pas voilà, que c'est comme ça fait partie des aléas de la vie et comment est-ce qu'on construit voilà, une équité sur ça. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé sur ce dossier. Après évidemment qu'il y avait l'engagement sur le mercredi matin parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'école à Genève le mercredi matin pour les plus grands du primaire. Alors c'est vrai que comme moi je venais de Neuchâtel, ça me paraissait vraiment bizarre parce que nous on est toujours allés à l'école le mercredi matin. Donc quand j'entendais des personnes qui avaient comme argument que ça va être la catastrophe, comment est-ce qu'on pouvait faire ça aux enfants, c'est vrai que ça faisait des échos bizarres pour moi en tant que confédérée. Et puis là, principalement pour moi sur ce dossier, c'est vrai que chaque heure qui était passée quelque part en dehors de l'école, elle pouvait être potentiellement discriminatoire parce que forcément qu'il n'y a pas tout le monde qui peut être à temps partiel, il n'y a pas tout le monde qui peut offrir des cours de musique, etc. À leurs enfants. Donc le fait de pouvoir avoir un programme de qualité à l'école, eh bien, ça permet voilà, d'amener plus d'égalité, plus de justice entre les enfants et de créer ces liens-là. Donc pour moi, c'était un projet qui était important. Ensuite, j'ai pris le dossier des... Alors, j'avais pas travaillé aussi sur la petite enfance. C'est quand il y a eu l'initiative 143, donc c'était un niveau très, très politique, parce qu'il y a la brochure de votation, puis c'était quand la population genevoise devait voter si la petite enfance serait un droit, voilà, inscrit en tant que tel, ou si on devait répondre aux besoins, mais donc du coup c'était quand même voilà, plus souple comme approche. Et là, la population avait voté pour que ce soit... qu'on réponde aux besoins exprimés, en gros. Donc, ça n'a pas été inscrit comme droit. Contrairement au parascolaire qui a été inscrit comme un droit constitutionnel. C'est le seul canton suisse qui l'a inscrit dans sa constitution. Voilà, donc ça, j'avais bien suivi les travaux avec les communes. Donc, à l'époque, j'étais au canton, mais sur cette question de petite enfance. Donc, c'est un dossier que je connaissais assez bien. Puis, par la suite... j'ai pris vraiment le dossier des affaires migratoires. Et c'est vraiment sur ce dossier que j'ai travaillé pendant 10 ans. Et là, je travaillais en particulier sur les mineurs requérants d'asile non accompagnés. Ça a été un dossier vraiment très difficile. Parce que... à partir de 2013, c'est à partir de ce moment-là que vous prenez... Oui, à partir de 2013. Ouais. Et là, avant, on a travaillé aussi sur les différents systèmes voilà, hétérogènes, homogènes, qu'est-ce que ça amène, notamment avec le professeur Felouzis qui avait fait avec les résultats PISA sur les filières, qu'est-ce que l'un amène ou l'autre. Donc je me suis beaucoup intéressée un peu au parcours, en gros, des enfants, des ruptures silencieuses. Voilà. Puis c'est là qu'on voit que, par exemple, des enfants, d'ailleurs ça me sert dans ma fonction de mère aujourd'hui, voilà, des enfants qui ont été en âge préscolaire dans des institutions de la petite enfance, qui sont dans des milieux primo-arrivants allophones, lors des tests PISA de l'apprentissage de la lecture, eh bien, on réduit de moitié les échecs par un passage en préscolaire. Donc c'est-à-dire que ça facilite les transitions au primaire, et puis ça a un impact sur même les trajectoires. Donc c'est là qu'on voit, quand on voit ce type de recherche, c'est quand même très, très impressionnant. C'est pour ça que moi aussi dans mon travail, j'ai toujours un lien très fort avec l'université, avec les hautes écoles. Pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'on doit vraiment travailler main dans la main
avec le domaine académique, parce qu'il y a un certain nombre d'idées qu'on peut avoir, mais on ne sait jamais si elles sont contre-productives ou non. Donc il faut avoir cette capacité de se remettre en question, et pour se remettre en question, la base c'est quand même d'avoir les bonnes informations, même si évidemment la recherche elle peut aussi évoluer et se remettre en question aussi. Mais disons que ça c'est une alliée très précieuse de la cité, de pouvoir compter sur des chercheurs, des chercheuses. Et quand vous dites justement cet appui sur le monde académique, vous pensez aux professeurs d'une part, mais aussi aux étudiants, vous les associez bien aussi sûr, dans la réflexion? Ah non, on travaille énormément. Là, par exemple, hier, on a eu une soirée, on fait toutes des journées sur le cimetière des Rois, parce qu'on travaille avec la Maison de l'Histoire de l'Université de Genève pour valoriser le patrimoine social, culturel, politique de ce cimetière, parce qu'on a vraiment des monuments funéraires déjà qui sont dignes d'attention au niveau patrimonial, et souvent on n'a pas les informations. On a des personnes qui venaient d'Argentine qui me demandaient, oui, mais bon, sur cette tombe de Borges, comment est-ce qu'on explique ces termes qu'il a utilisés, est-ce qu'on les retrouve dans son œuvre littéraire ou non, etc. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose à faire sur ces différents monuments funéraires. Alors peut-être si vous permettez juste une incursion, incursion, une incursion intéressante, il y a eu justement un transfert aussi récemment d'une personnalité dans ce cimetière. J'aimerais que vous disiez peut-être juste 2 mots en passant. Oui, mais juste pour dire que sur la soirée, il y avait des doctorantes et des étudiantes qui étaient là et qui ont amené leur regard sur Noël à Rouget, sur tel monument funéraire, etc. Donc oui, on travaille vraiment comme ça le plus possible. Alors Églantine Jeb, c'est cette femme pionnière, moi je suis très impressionnée par son parcours, qui a été vraiment largement invisibilisé par l'histoire, comme c'est souvent le cas d'ailleurs des parcours féminins. Et donc elle, c'était une Britannique qui a beaucoup œuvré avec sa sœur. Alors au début, elle était vraiment dans des initiatives vraiment caritatives. Donc pour elle, c'était vraiment la charité. Elle venait d'un milieu favorisé, si on peut dire. Et donc elle avait cette idée de faire de la charité. Et puis, c'est fou, parce que dans son parcours, on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle va parcourir cette Europe ensanglantée, notamment au cours des guerres balkaniques, où elle va vouloir sauver des milliers de vies d'enfants, puis elle va se dire, mais finalement, peu importe la religion, ou la condition sociale, ou le statut, etc., un enfant est un enfant. Et ce n'est pas des choses de charité que l'Église fait à ses enfants, et pas aux autres, ou telle initiative, voilà. Donc à partir de là, à un moment donné, on dit que d'ailleurs c'est sur les hauteurs du Salève, où elle se dit, mais non, il faut des droits universels, vraiment supranationaux. Et là, c'est où on a aussi les débuts de la Société des Nations, où elle va réussir à faire en sorte de faire adopter une déclaration de Genève en 1924, qui va inspirer par la suite la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU, que la Suisse a ratifiée en 1997. En ce qui concerne les affaires migratoires dont vous avez dû vous occuper, qu'est-ce que vous avez pu constater comme évolution par rapport à ce qui s'est passé dans les années récentes? Est-ce qu'il y a une différence qualitative ou quantitative, ou des éléments qui vous paraissent aujourd'hui différents des questions telles que vous avez dû les aborder il y a de cela une dizaine d'années? Je pense qu'il y a un glissement quand même qui s'est opéré. Quand on est fonctionnaire, on a certaines choses qu'on peut régler avec d'autres offices de manière transversale. Par exemple, un jeune qui a été scolarisé ici et qui pourrait avoir une autorisation de travail pour faire son apprentissage. Alors même si, à un moment donné, vraisemblablement, il devra peut-être quitter la Suisse, là, il y avait par exemple des possibilités entre offices, d'un département à l'autre, de trouver une solution pragmatique, par exemple. Et moi, j'ai vu qu'en 10 ans, il y a vraiment eu un glissement où il y avait de moins en moins de marge de manœuvre. Avec une peur peut-être aussi. Je pense que c'est lié aussi aux institutions. Je pense que les vraies réformes, elles peuvent se faire que s'il y a une valeur cardinale, qui est un peu la valeur cardinale de nos démocraties, c'est la confiance. Et cette confiance, si elle est entamée pour différentes raisons, elle fragilise les institutions, parce qu'elle fragilise aussi
et où elle met même en péril l'action même des personnes qui mènent ces réformes, qui sont quand même les collaborateurs et collaboratrices au sein des administrations. Et si une personne, à un moment donné, elle se dit, on est dans une judiciarisation de la société, politiquement, mon projet ne va pas être porté, par exemple, ou si je bouge là, on va me dire que ça va pas de telle manière, ou etc. Ça pousse un peu à l'inaction, et il y a donc beaucoup de personnes qui vont se mettre un peu dans une logique du risque zéro. Donc on protège d'abord l'institution avant de protéger les citoyennes et les citoyens. Ça, c'est un vrai problème des institutions. Et moi, ça, je l'ai vu en 10 ans. Pourtant, c'est court, 10 ans, mais en 10 ans, c'est ça que j'appelle ce glissement. C'est-à-dire d'une administration qui va plutôt s'envoyer un courriel pour se protéger. Et puis finalement, le résultat, peu importe, puisque l'objectif visé, c'est d'abord d'être sûr s'il y a quoi que ce soit, on puisse donner à la Cour des comptes le mail, ou s'il y a une judiciarisation, puis on peut dire, j'y suis à procédure, c'est bon. Puis après, finalement, si on a fait le projet ou si on ne l'a pas fait, ou si dans la vie de la personne, il y a un impact ou pas, finalement, ce n'est pas ça la question. Mais il y a aussi les pressions politiques en fonction des partis qui vont déterminer aussi le glissement ou non. Oui. Mais c'est aussi lié à ça, je pense, en grande partie. Il y a beaucoup de dossiers que j'ai pu voir par la suite où il y avait une sorte de politique presque assumée de dissuasion, en tout cas dans les affaires migratoires. C'est-à-dire dans les regroupements familiaux. Je ne pense pas qu'on soit bon élève en Suisse, c'est-à-dire avec des sortes de... on traite les dossiers, on les met sous la pile, on traite d'abord les dossiers où on sait que les personnes ne vont pas venir, et là où il y a des possibilités normalement pour que les personnes viennent, on tarde à répondre, ce qui crée quand même beaucoup de désarroi, qui peut aussi pousser des personnes à aller plutôt dans un autre pays plutôt que la Suisse, etc. Donc ces phénomènes-là, je pense qu'on peut les voir. Moi, j'ai pu voir aussi des formes de violence institutionnelle, je pense que ça existe aussi. Quel type, par exemple ? Je pense qu'à un moment donné, si on a des mineurs, quelle que soit finalement leur origine, leur statut, etc., dans un état de droit, on doit pouvoir offrir le même cadre que dans un foyer éducatif pour n'importe quel autre enfant. Voilà, donc là, je pense que là, on a des situations qui sont problématiques, mais y compris aussi avec des mineurs non accompagnés qui ne relèvent pas de l'asile, ou encore des mineurs accompagnés qui vivent dans des voitures ou dans des caves, ou par exemple une petite fille, je ne sais pas, pour donner un exemple concret, qui avait eu une problématique, je ne sais pas, de harcèlement, on l'a vu encore dernièrement d'ailleurs, qui ne vont pas aller en justice de peur d'être envoyés. Donc ça, maintenant, je parle plutôt de personnes sans statut légal, parce que ça, c'était aussi dans mon cahier des charges, si je puis dire, en tout cas dans ma mission. Et là, il y a quand même beaucoup de situations où ces personnes-là n'ont même pas accès à la justice, mais même pour des choses qui relèvent du pénal. Et donc ça, c'est d'une violence quand même... c'est vraiment, je trouve que c'est très difficile, et il y a une forme d'impuissance quand on travaille sur ces dossiers qui est très difficile parce que si on est sur le terrain quelque part, on est dans l'action, on est dans le contact humain, alors on peut trouver quelque chose, on fait un coup, je dis pas que c'est facile d'être sur le terrain, c'est pas du tout ça que je dis. Mais quand on doit élaborer une stratégie, etc., puis qu'on a toutes ces contraintes-là aussi au niveau de la fédérale, au niveau légal, etc., puis que derrière, il y a quand même des humains et des parcours, etc., je trouve que de conjuguer là au milieu, j'avais trouvé, et de manière transversale avec les différents départements, ça pouvait être assez difficile comme mission. Après, il y avait des belles histoires aussi quand même. Moi, j'ai le souvenir de jeunes femmes roms qui étaient dans le travail du sexe, qui étaient mineures, qui avaient déjà des enfants, qui étaient restés en Roumanie et qui finalement ont pu avoir un permis humanitaire, qui ont fini une formation. Donc il y a aussi des belles histoires, mais il y a aussi beaucoup d'histoires où... même si on avait pu trouver une solution,
la jeune femme, après 2 jours, se retrouve aux Pays-Bas. Voilà. Alors justement, quelle est votre vision de Schengen par rapport à ça et, comment est-ce qu'aujourd'hui vous jugez l'effet? Parce qu'au fond, on fait sauter je dirais les murs intérieurs, mais en même temps, on constitue une forteresse par rapport au monde qui n'est pas celui de Schengen. Et on le voit avec les drames aujourd'hui, les réfugiés d'Orient, par exemple, qui, eux, effectivement, ne sont pas de cet espace Schengen. Comment est-ce que vous voyez, au fond, à la fois cet élément de liberté interne, mais de forteresse aussi par rapport à l'extérieur? Je pense que c'est exactement ça. Au début, ça a vraiment été vu, puis c'est ce que je disais aussi par rapport à mes parents, que ça a été vu voilà, par rapport aux pays qui sont dans l'espace Schengen. Voilà, ça a amené cette liberté-là et ça a complètement changé les mentalités, je pense, les comportements par rapport à ça. Donc il y a du positif, je pense, dans cette idée. Mais comme vous l'avez justement dit, il y a cette forteresse voilà, qui a été perçue comme telle, mais pas que perçue, parce que finalement, il y a quand même des milliers de morts en Méditerranée. Ça devient un peu un cimetière presque. On l'a vu de manière très forte, aussi sur certaines îles grecques, où des personnes faisaient naufrage, arrivaient sur aussi une forme de non-assistance à des personnes qui étaient en danger. Et donc à partir de là, évidemment que à travers l'histoire, il y aura quand même, il y a quand même des questions qui vont être posées par rapport aux responsabilités de l'Union européenne, des différents pays. Et voilà, donc ça, je pense que oui, je pense que ça, il y a une honte à avoir, je pense, par rapport à cette gestion-là. Après, évidemment que, bon, en Suisse, on n'accueille pas énormément non plus de réfugiés. Si on regarde le nombre et les clés de répartition, on n'a pas de leçon à donner, en tout cas, je dois dire, en tout cas sur l'accueil des réfugiés ou des personnes qui relèvent de l'asile. Une des difficultés aussi, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de pays quand même qui remettent des contrôles aux frontières, donc on est un peu en train de revenir en arrière, si je puis dire, avec des pays, bon, je pense que c'est lié aussi aux actes terroristes qui ont eu lieu, et puis aussi à des mouvements d'extrême droite quand même, qui se sont vraiment renforcés dans beaucoup de pays importants, que ce soit en France, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, et je pense que j'en oublie, en Italie, en Hongrie. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que, et on verra aux États-Unis ce qui se passe la semaine prochaine, mais je pense que voilà, donc on voit qu'il y a quand même, on n'ose presque pas ouvrir le débat, je dois dire, de peur de perdre un certain nombre d'acquis. C'est ça qui est assez terrible. Parce que c'est comme si on pourrait dire, moi je pourrais dire aussi sur les droits humains, par exemple sur le statut de réfugié, il faudrait ouvrir, parce que j'ai eu une discussion avec Filippo Grandi, le haut-commissaire aux réfugiés à l'ONU à Genève pour les réfugiés, et voilà, et on se disait, si on ouvre maintenant la question, sur, je sais pas moi, s'il y a un pays qui disparaît en lien avec les dérèglements climatiques, est-ce que juridiquement il y a cette notion de réfugié climatique, ou est-ce qu'il doit pouvoir justifier qu'il y a eu une persécution ou non, ou est-ce qu'il peut par anticipation sur un certain nombre de dérèglements climatiques, non, juridiquement on ne peut pas, mais est-ce qu'il faut ouvrir ce genre de questions? Non, parce que le fait d'ouvrir un certain nombre de questions aujourd'hui, c'est prendre le risque de reculer. On en est là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est pour ça que même sur Schengen, on est vraiment, il y a quand même un repli sur soi, il y a des formes de ressentiment aussi qui sont palpables, il y a une polarisation, je pense quand même, il y a un manque de nuances, ça c'est très clair, une difficulté, et j'apprécie justement la démarche là aujourd'hui d'avoir le temps de pouvoir amener
voilà, une forme de complexité ou de nuance ou de suivre tout simplement la pensée. Mais c'est vraiment pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. On a une fragilisation quand même, puis même le terme est presque faible, mais des médias et de la presse. Enfin, je veux dire, on a vu au Washington Post où il y a une censure de l'éditorial. On voit avec Bolloré ce que ça donne en France. On voit ici en Suisse avec Tamedia. Et ça, c'est vraiment très grave ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si les gens en ont conscience. Je pense que oui. Mais, je veux dire, on a des intérêts économiques. Mais il y en a toujours eu, je ne suis pas en train de dire. Mais je pense que peut-être que la différence aussi, on ne sait presque plus qui sont les actionnaires. D'ailleurs, ils ne vivent même pas là. Il peut y avoir tel titre médiatique, les actionnaires sont ailleurs, ils ne sont pas reliés. Il n'y a plus cette proximité-là. Alors, je n'ai pas dit qu'on devait revenir sur des modèles très patriarcaux, où il y avait une pyramide, et puis l'entrepreneur ou le grand patron, quelque part, il allait lui-même investir de l'argent dans son village pour la fanfare, ou tel logement, ou tel... Même s'il y a encore... je sais pas moi, 60 ans, c'était un peu encore le cas, où il y avait quand même cette idée encore comme ça très pyramidale. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'éclatement, si on peut dire, et cette globalisation aussi des entreprises, avec les délocalisations que ça a supposé, une perte de savoir-faire, mais aussi voilà, avec des actionnaires, etc., qui sont très mobiles partout dans le monde, etc., et qu'il n'y a plus ce lien-là avec la proximité. Et donc, ça signifie aussi une forme de désinformation déjà par les réseaux sociaux et par tout ce que ça implique avec l'intelligence artificielle, le manque de cadre, le manque de réflexion éthique là autour. Voilà, parce que les révolutions technologiques, elles viennent toujours plus rapidement que les discussions, les échanges, le cadre légal, etc. Et en même temps, une presse qui finalement est censurée, a peur, avec des gens licenciés qui n'ont plus le temps de faire leur travail, de vérifier leurs sources. Et puis on comprend bien que si on censure tel éditorial, on comprend bien qu'il n'y a plus de journalisme d'investigation. Enfin, mais en même temps, les réseaux sociaux forment aussi alors un certain nombre de contre-pouvoirs et apportent des informations que les médias classiques ne donnent plus, mais avec aussi le risque, évidemment, de voir tout et n'importe quoi, c'est-à-dire les fake news, en même temps que les informations extrêmement importantes dont on a besoin. Oui. Puis on voit quand même beaucoup de générations de jeunes vouloir être influenceurs, influenceuses, comme si c'était un métier, et qui sont quelque part achetés par des grandes marques. Je veux dire, voilà, puis après les politiciens, c'est la même chose. Hein. Il y a bon nombre de politiciens et de politiciennes qui sont fabriqués par un certain nombre de manias, ou qui sont super puissants au niveau économique, qui ont un certain nombre de groupes de luxe, par exemple, et puis tout est relié. Parce que je veux dire, de créer comme ça un mouvement d'idées, je veux dire, à un moment donné, il y a forcément des liens d'intérêt. Et c'est là où aussi, je crois qu'on arrive un peu aux limites du système, parce que, alors bien sûr qu'on peut faire énormément de choses au niveau local, donc, et on en fait. C'est évident. Et puis je pense que les villes sont un petit peu les derniers remparts face à un certain nombre de montées d'extrême droite. Je pense que les villes, elles ont un rôle à jouer. Ça, c'est évident pour moi. Puis c'est le premier maillon politique et social. Donc elles ont un vrai rôle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le Forum des maires maintenant aussi à Genève. Et de plus en plus, il y a une considération des villes. Et puis j'irai presque au-delà. Moi, j'ai toujours été très séduite par cette idée de l'Europe des régions. Donc il faudrait qu'on ait un peu des villes, mais sous forme de pôles, de régions, voilà, qui puissent, au-delà des États-nations, respirer, vivre, gérer un certain nombre de problématiques qui touchent les citoyennes et citoyens qui vivent dans une agglomération, indépendamment des frontières. Et puis qu'il y ait des pôles, avec spécifiques, tant au niveau académique, que ce soit de l'industrie, avec des réflexions aussi larges, une sorte de fédéralisme comme ça, avec des pôles. Ça, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une idée intéressante. Maintenant, je perds un peu le fil de ce que je voulais dire. On parlait de quoi ? Oui, bon,
Alors, on va oui. aborder Enfin, bon, le bref, choix. de dire, voilà, je suis assez pessimiste, c'est ça que je voulais dire, parce que dès le moment où on n'a plus de presse, de médias, ou alors il faut faire quelque chose via aussi le numérique, via les réseaux sociaux, via l'information. Il y a quelque chose là vraiment à trouver, quoi. Et d'ailleurs, vous êtes engagé dans un certain nombre d'actions qui justement essayent de répondre à ce que vous êtes en train d'exprimer comme souci. Vous êtes engagé en politique genevoise aussi à un certain moment et vous avez été élu d'abord au Parlement genevois et puis et ensuite à l'exécutif de la ville. Est-ce que vous avez à un moment donné considéré que cet engagement politique était nécessaire et indispensable au-delà du travail professionnel que vous meniez? Qu'est-ce qui vous a à un moment donné conduit à dire voilà, Oui, je me oui. présente? Alors, oui, c'est assez juste. Alors, c'est vrai que j'avais commencé au Grand Conseil neuchâtelois. C'était très difficile comme expérience parce qu'on était un grand groupe, on était plus de 40 députés. Voilà, c'était à l'époque de Jean Stouder. Donc, de se faire sa place au milieu de ce grand groupe de députés socialistes, c'était pas évident. Donc après, je suis toujours restée au Parti socialiste. Hein. Ça doit faire 20 ans que je suis au Parti socialiste. Mais dès le moment où je travaillais pour Charles Lebert, donc pour moi, c'était déjà une manière d'être en lien avec voilà, la politique, un certain nombre de projets. Donc je ne ressentais pas l'envie, parce que pour moi, j'étais déjà au Parti socialiste, je portais les projets avec Charles. Donc pour moi, j'étais, en adéquation avec cette mission. Après, dès le moment où il a arrêté et puis que moi j'ai repris les affaires migratoires, c'est vrai que là j'ai senti que j'avais envie de porter un certain nombre de sujets. Donc c'est complètement relié en effet avec ce dossier où il y a des dossiers que j'avais envie de porter politiquement et que je ne pouvais pas faire évidemment avec la fonction que j'occupais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en ville de Genève. Et puis, sans avoir l'idée ou la prétention de vouloir me présenter à l'exécutif. Vous entrez dans cet exécutif. Quel type de socialiste êtes-vous lorsque vous avez ce rôle-là? Qu'est-ce que vous avez envie à ce moment-là d'incarner? Bon, moi, quand je me suis présentée pour être candidate du Parti socialiste à l'exécutif de la ville, c'était pour porter un certain nombre de messages. Je ne pensais pas réussir à être sur la liste. Parce que je me suis dit, je ne suis peut-être pas assez connue. Ou pas. Voilà. Puis il y avait un certain nombre de mouvements comme dans tous les partis. Voilà. Donc pour moi, ce n'était pas du tout quelque chose d'acquis. Mais je m'étais dit, ce n'est pas grave, je vais le faire à fond. De toute façon, chaque fois qu'on fait quelque chose, je pars du principe qu'il faut le faire vraiment pleinement, complètement. Il faut vraiment avoir le moteur interne. Et je me suis dit, mais peu importe, parce que l'objectif pour moi de cette campagne interne, c'est de porter un certain nombre de messages. Et ce que j'ai fait, que ce soit sur la réforme de la fiscalité, d'ailleurs maintenant on avait vu avec l'OCDE qui disait que c'était 15%, donc on voit bien que là, il y a que sur quoi on s'est trompé. Voilà, donc il y a un certain nombre de projets comme ça, de messages et de valeurs que j'ai pu faire passer pendant cette campagne interne et qui a porté, puisque c'est moi qui ai été choisie comme candidate pour le Parti socialiste. Et donc quand je suis entrée en fonction, c'était en plein Covid. Donc pour moi, quelque part, malgré les choses que je voulais porter, tout a été un peu chamboulé, parce que finalement, il a fallu gérer la crise sociale que ça a générée, mais aussi au niveau sur le plan humain et économique, et notamment des choses très, très concrètes. Je peux prendre les pompes funèbres, voilà, toutes les morgues étaient pleines et on ne savait plus comment faire pour incinérer les personnes, etc. Donc je me rappelle, j'ai un souvenir de mon entrée en fonction où j'allais tout le temps aux pompes funèbres, voir. On a beaucoup travaillé avec les pompiers, avec le commandant des pompiers, et c'est là que j'ai appris à faire ce qu'on appelle des décisions réservées, c'est-à-dire pour être beaucoup plus efficient et réactif, proactif. On prend un certain nombre de niveaux d'alerte et puis pour chaque niveau, pour chaque problème, hop, on a une solution. Et c'est des points qu'on fait valider au niveau du collège avant que ça se produise. Donc dès le moment où ça se produit, ça veut dire que dans l'heure, on peut actionner
un certain nombre de mesures. Donc on a travaillé sur ce plan de mesures réservées. Donc ça a été vraiment une entrée en fonction, je n'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir, c'est-à-dire qu'on était déjà dans un plan d'action pour augmenter le nombre de places pour les personnes sans abri, pour faire en sorte de pouvoir garantir une sécurité alimentaire, parce que là, aux yeux de toutes et tous, on voyait une ville dans la ville. On voyait ces personnes qui travaillent depuis 10 ans en ville, dans le canton, qui n'ont pas de papier, qui se retrouvaient sans logement, dont des enfants ne mangeaient pas à leur faim à Genève, dans une des villes les plus riches au monde. Donc il y a eu quand même toute cette réalité-là au début du mandat. Et une difficulté, je pense aussi, de ne pas pouvoir rencontrer les personnes du département. Parce que forcément, comme il y avait les restrictions, je ne pouvais pas aller voir toutes les équipes comme j'aurais pu le faire en temps ordinaire. Voilà, donc on a beaucoup travaillé en priorité sur ça au début du mandat. Et après, très rapidement, on a élaboré 8 priorités du département qu'on a tenues pendant toute la législature, avec une feuille de route. Et donc, pour chaque priorité, il y avait des projets qui devaient être tenus, et on les a tenus. Quels étaient les on les a tenus, donc je suis très contente. Alors bon, évidemment qu'il y avait la petite enfance, je pense que ça a été la grande priorité, parce que la petite enfance, c'est un vrai levier qu'on a dans nos sociétés. Et ce n'est pas qu'une question de conciliation des temps professionnels et familiaux, ça va bien au-delà. C'est vraiment une question de socialisation, de dépistage précoce, d'éveil culturel, d'éveil aux langues, de facilitation à l'entrée à l'école avec le primaire, d'enjeux de pauvreté aussi, parce qu'on sait que une famille monoparentale, si elle n'a pas accès aux institutions de la petite enfance, eh bien, ce sont des personnes qui vont se retrouver sans emploi, qui ne pourront pas avoir une nounou, etc. Donc on voit à quel point cette politique-là, familiale, cette politique de la petite enfance, déjà elle est très peu portée au niveau de la Confédération, je crois qu'on est dans les derniers pays de l'OCDE, mais à quel point elle a un impact sur différents niveaux, que ce soit sur les questions de pauvreté, sur les questions d'égalité des chances pour les enfants, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les questions des besoins particuliers du dépistage précoce, que si on intervient entre les 0 et 4 ans, on peut avoir des impacts très importants, parce qu'il y a une plasticité du cerveau des enfants qu'on n'a pas plus tard, tout simplement. Sur la question des facteurs de protection qu'on développe à cet âge-là, la prévention des violences intrafamiliales, le 40% commence quand les mères sont enceintes. Enfin, vous voyez, c'est énorme tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là de la petite enfance. Donc, et ça démarre d'ailleurs avant même que l'enfant naisse. C'est dès le moment où le bébé est en tête, c'est là qu'il faut déjà travailler sur ces questions de petite enfance. Et donc ça a été vraiment, et c'est une véritable priorité du département. Et les impacts de la petite enfance, on les voit tout au long de son parcours de vie et sur toute la société. Donc en matière de petite enfance, ce qui coûte, c'est l'inaction, ça c'est très clair. Donc voilà, donc là on a réformé la gouvernance. On était dans une gouvernance qui datait du 19e siècle. Donc on a professionnalisé. Maintenant, toutes les nouvelles structures sont régies en direct par la ville. On travaille sur des éléments pédagogiques, sur des colloques aussi, de formation. Donc il y a tout ce travail-là, plus une revalorisation de ces métiers qui sont essentiellement encore féminins. Le 95% des personnes dans le domaine de la petite enfance sont encore des femmes. Ce sont des métiers qui ont été vraiment dévalorisés. Quand on prend un homme éducateur et une femme éducatrice, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'inégalité salariale. Par contre, quand je dis dévaloriser, c'est-à-dire quand on va voir comment est-ce qu'on a mis une classe de fonction, et puis souvent c'est des critères qui datent des années 70, eh bien, je vous donne un exemple, vous prenez responsabilité sur autrui, c'est un des critères. Et puis après, on met des points pour évaluer la fonction. Bon, ça, c'est les grilles salariales. Après, il peut y avoir différentes grilles selon où on se trouve, ou dans quelle administration on se trouve. Responsabilité sur autrui, les gardiens de cimetière avaient plus de points qu'une éducatrice de la petite enfance sur responsabilité sur autrui. Elles n'avaient presque pas de points. Mais je veux dire, quand on s'occupe d'enfants entre 0 et 4 ans, mais la responsabilité sur autrui, elle est énorme. Je veux dire, on fait un geste faux, on a un peu d'inattention,
Je veux dire, l'impact, il est énorme sur l'enfant de cet âge-là. Il peut partir de la crèche, il peut... et c'était incroyable qu'il y avait presque pas de points sur cette catégorie. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ça veut dire qu'il faut ouvrir les dossiers pour aller le voir. Parce que sinon, les gens ils vont dire « Ah, mais pourquoi vous dites que c'est dévalorisé ?» Ou vous allez dire « Ah, un homme éducateur, une femme éducatrice, il n'y a pas de différence. » Oui, mais quand on va identifier tous ces points-là, on voit qu'il y a une dévalorisation. C'est la même chose pour les assistantes de magistrates et de magistrats. Enfin, je veux dire, il faut gérer l'agenda, prioriser, répondre à la place de la magistrate ou du magistrat. Il faut avoir un sens stratégique politique pour savoir une multitude de réponses, etc. C'est très difficile de gérer. Et puis, il y a une tension permanente quand on est assistante ou assistant. Parce que quand il y a une urgence, c'est toi qui dois la voir, qui dois la gérer. Et tu ne dois pas manquer une priorité ou une urgence. Et pourtant, ce sont des métiers qui sont aussi dévalorisés. Alors, en dehors de la petite enfance... Et qui sont essentiellement féminins. En dehors de la petite enfance, je dirais, vous avez parlé de cette Bon, je parle trop, puis je ne vous ai pas dit toutes les priorités. Non, pas du tout. Je voulais encore voir avec vous le... il y a les sans-abri. On a pérennisé. C'est aussi une de vos... Voilà, on est sorti du... avant, c'était vraiment une politique dite du thermomètre. C'était une politique saisonnière avec des places d'hébergement d'urgence qui ouvraient que pendant la période hivernale. Donc pendant cette législature, on a changé ce modèle politique et maintenant c'est ouvert toute l'année et c'est maintenant une politique intercommunale. Ça faisait 20 ans que la ville portait seule cette politique. On a pu trouver un accord avec les communes grâce à un travail essentiel de Gilbert von Lanten, un élu PLR de la commune de Bernay. Et on a vraiment travaillé ensemble, les deux, main dans la main, vraiment en bonne intelligence. Et on est arrivé à cet accord, qui j'espère va perdurer, qui nous permet d'avoir un socle de 500 places ouvertes à l'année. Donc ça, c'est vraiment une avancée décisive pour les personnes sans abri. Donc ça a été un dossier aussi très important sur le plan politique. Après, on a développé aussi un certain nombre de dispositifs comme les correspondantes et correspondants de nuit. On couvre maintenant quasi tout le territoire de la ville, ça n'existait pas avant cette législature. On a renforcé le travail social hors mur auprès des jeunes. On a mis en place aussi un fonds jeunesse pour faciliter l'employabilité des jeunes, favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. On a travaillé aussi avec les pompes funèbres sur une cérémonie du souvenir collective, notamment, ou sur la sociologie, l'anthropologie de la mort et du deuil, et qu'est-ce que ça signifie en termes de rituels collectifs. On a travaillé évidemment sur le mariage pour toutes et tous avec l'état civil, avec des formations, ou sur aussi le changement de sexe qu'on peut faire au niveau de l'état civil. Donc, comment est-ce qu'on accueille les personnes? On peut avoir des enfants qui viennent avec leurs parents. Donc, pour les collaborateurs, collaboratrices, c'était pas facile comme changement. Donc là, on l'a travaillé, on a mis en place des formations. On a mis en place aussi des cycles de conférences appelés Ville en transition sur différents sujets de société qu'ensuite on intègre dans nos politiques publiques. On a renforcé aussi la politique sociale de proximité avec un axe santé, prévention santé, notamment avec des partenariats, avec notamment la Ligue suisse contre le cancer ou le réseau cancer du sein, parce que là on voit aussi qu'il y a un certain nombre de publics qui sont plus éloignés des institutions, qui n'ont pas les informations, et donc on a une prépondérance d'un certain nombre de maladies, notamment du cancer. Voilà, donc c'est un peu des projets de ce type-là qu'on a fait. Après, sur la petite enfance, j'ai parlé de la réforme de la gouvernance, mais on ouvre plus de 100 places par année, de nouvelles places dans les institutions, ce qui est donc un rythme très, très soutenu. Évidemment, on a toute la planification scolaire et parascolaire, on a de fortes augmentations démographiques et des évolutions sociétales. Donc chaque année, on doit ouvrir de nouveaux lieux. On est dans un territoire quand même qui est très restreint, avec une forte densification de la ville. Donc voilà, donc ça c'est un travail quand même au quotidien sur cette planification. Et puis évidemment qu'on travaille beaucoup sur la question des droits des enfants. On a un plan de mesures qui nous a donné le label de l'UNICEF Commune Amie des enfants, qui est établi sur 3 axes: protection, inclusion, participation. Je pense qu'on est très bon sur l'axe participation.
où les enfants, par exemple, on a des plans d'aménagement des préscolaires, les enfants participent aux questions d'aménagement, de végétalisation, des jeux, etc. On va les consulter. Participe même à la fabrication des espaces. Je veux dire, est-ce qu'ils arrivent à avoir une influence sur le type de plantes qu'on va... Oui. Alors on les consulte. Voilà, c'est des partenaires. On a des concours, par exemple le prix Petit Môme. Alors ça, c'est avec les enfants de la crèche, où ils vont voter pour leur livre préféré. Puis après, on décerne un prix et l'auteur ou l'autrice viennent et les enfants sont là et on leur décerne le livre, avec des tout petits, de 2-4 ans, aussi pour l'école primaire. Et on a beaucoup d'initiatives participatives, aussi avec les jeunes, ça c'est sûr, mais on le fait dès le plus jeune âge. Et ça, c'est très inscrit, en tout cas, dans les valeurs du département que je préside. Et voilà, donc ça c'est un des points forts aussi, c'est-à-dire que les enfants, on leur donne la voix au chapitre et on organise par exemple avec Terre des Hommes Suisse, ce sera le 20 novembre, la conférence romande des enfants. Donc il y a plein d'enfants de toute la Suisse romande qui viennent ici en ville de Genève. Et donc c'est une co-organisation avec la ville et on écoute leurs recommandations. Et voilà, ce sont des enfants de 10-11 ans et franchement, leurs propositions, elles sont vraiment réfléchies, elles sont justes, ils sont très impressionnants. Et voilà, et donc eux, ils nous donnent leurs recommandations et nous, ensuite au printemps, on rend compte de ce qu'on fait ou non, ou pourquoi on ne l'a pas fait, ou pourquoi on le fait, etc. Donc ce lien-là avec les enfants, on l'a tout au long de l'année et on essaye de pouvoir être en partenariat. Alors vous abordez la question de la Genève internationale, précisément, les enfants romans, et puis en même temps toute cette réflexion sur le rôle de Genève par rapport au reste du monde. Le 16 mai 2024, vous avez été à la table ronde des Nations Unies, au Palais des Nations Unies, dans la journée Vivre ensemble en paix des Nations Unies. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir et amener la ville de Genève dans cette journée? Alors je pense que la paix, ça doit être notre objectif premier. Je pense que c'est l'objectif le plus noble qu'on puisse avoir dans une vie. Et en effet, comme le disait aussi le Cheikh Bentounes, c'est un changement de paradigme dès le plus jeune âge. Alors Boris Cyrulnik disait aussi que jusqu'à maintenant, les frontières, des formes de compétition, de dames guerrières, de rôles stéréotypés aussi entre les gens, etc., ça faisait partie aussi d'une survie, d'une volonté de préserver son territoire, ses frontières, et tout était construit finalement autour de la violence, et ce qu'elle présuppose, et une valorisation, une héroïsation forcément de ces actes. D'ailleurs, la plupart des actes qui fondent un petit peu ces États-nations, ils sont basés souvent sur des actes de bravoure, mais où il y a eu souvent des morts de part et d'autre. Il n'y a rien qu'à prendre l'escalade, qui est un acte fondateur, en tout cas pour Genève. Eh bien, forcément que ça fait partie dans tous les pays, dans toutes les villes, il y a ça au niveau de l'histoire. Donc l'intérêt, c'est de se dire, finalement, c'est ça qui m'intéressait dans la démarche, de se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait changer de paradigme et de se dire qu'il y a une éducation qui est possible différemment, qui est basée sur la coopération ou sur la théorie des jeux. Si on fait la théorie des jeux, on voit bien que tout le monde est gagnant dans la coopération. Donc à un moment donné, on voit quand on fait ça l'absurdité, mais c'est vrai qu'il y a ce raisonnement qu'on préfère presque perdre, même si on perd un peu, mais on perd un peu moins que l'autre. Tant que l'autre perd plus, ça va, même si on a perdu dans les faits. Et ça, c'est un réflexe qui est quand même assez étonnant, si on y réfléchit un peu. Alors que dans la coopération et la solidarité, tout le monde est gagnant. Donc on préfère être un peu perdant, mais moins perdant que les plus perdants, si je peux m'exprimer de cette manière un peu triviale. Mais, donc c'est là où je vois l'intérêt de se dire, mais voilà, comment est-ce qu'on peut éveiller les consciences, d'avoir des passeurs, des passeuses de ces valeurs de paix et de construire cela dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on doit être en immersion
à nouveau, c'est-à-dire dans les jeux qu'on fait, dans la manière d'avoir une approche éducative, voilà, qui participe, voilà, du dialogue. Et ça prend. Je pense que le dialogue, la négociation, je pense qu'il peut y avoir un apprentissage de dire, mais alors voilà, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir exprimer ces émotions? Déjà, il faut les identifier. L'art et la culture, c'est un sacré levier parce que à travers l'art et la culture, eh bien, on peut se mettre à la place de l'autre. On peut se dire je m'identifie, ou au contraire je ne m'identifie pas du tout, ou se dire mais je suis un peu confus, ou incertain, ou mal à l'aise avec tel personnage, ou se dire finalement c'était peut-être pas si facile de prendre cette décision-là, ou qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place. Mais ces questions-là qui paraissent tout à fait faciles, mais dès le plus jeune âge, elles amènent déjà une manière d'appréhender la complexité, de s'interroger soi-même, puis finalement d'être en capacité d'entrer en lien avec les autres. Et je pense que ça, c'est les fondements un peu de notre civilisation. Et voilà, et par cette approche-là de l'éducation, la culture, le soin vu en tant qu'humanisme, comme dirait Cynthia Fleury, donc dans une conception très large, c'est ce qui doit nous permettre de faire en sorte qu'on ait des sociétés qui font la promotion de la paix. Maintenant, évidemment, que quand on a des générations entières, comme là maintenant, que ce soit à Gaza, que ce soit en Israël, que ce soit au Liban, etc., ces enfants-là, pour ceux qui vont survivre, des générations entières qui se sont forgées dans la guerre. Je crois que c'est 1 enfant sur 6 aujourd'hui dans le monde qui vit dans un contexte de violence, de guerre, d'insécurité. Donc c'est là où c'est inquiétant. Par rapport à tous ceux qui sont justement au niveau des populations qui en Suisse ou ailleurs se sentent tout à fait impuissants par rapport au drame actuel, lorsqu'on a une position comme la vôtre, et vous êtes maire de la ville de Genève, la Genève internationale, quelles sont au fond vos marges de manœuvre, quelles sont au fond les actions qui peuvent peut-être infléchir un tout petit peu une partie de ces drames, en tout cas? Alors, nous, la première chose à faire, c'est d'avoir des politiques publiques qui soient ambitieuses, coordonnées, articulées, parce que tout est relié. Donc, moi, mon premier engagement, c'est celui-ci. Parce qu'à Genève, il y a aussi des violences intrafamiliales, voilà, un certain nombre de problématiques, d'insécurité alimentaire, de conditions d'existence difficiles. Donc, la première chose, c'est de pouvoir travailler déjà sur ces politiques publiques que je porte au sein de mon département, puis d'avoir aussi un message politique pour voir avec les autres échelons politiques de quelle manière on pourrait faire avancer ensemble un certain nombre de projets, d'idées. Après, au niveau de la ville de Genève, qui est quand même une ville-monde, ville internationale, où ont été signées les conventions de Genève, où de grands esprits se sont trouvés ici, ce qui est quand même très impressionnant. Si on prend de Jean-Gabriel Hénard et Kapodistrias qui ont amené le principe de neutralité, qui ont fait l'indépendance de la Grèce, qui ont amené une première idée européenne moderne, je pense, à travers cette indépendance de la Grèce, et où on voit que tout s'est passé quand même à Genève. Jean-Gabriel Hénard n'a jamais mis les pieds en Grèce. Donc, je trouve que là, il y a quelque chose de fascinant. Et on le voit, il y a 100 ans aussi, à Genève, il y a quelque chose qui se passait ici, avec des personnes venues de plusieurs pays qui se sont retrouvées ici et qui ont travaillé sur ces conventions, qui ont travaillé sur cette déclaration de Genève. Donc il y a cet esprit de Genève, il est quand même très fort. Maintenant, c'est évident que le multilatéralisme, il est remis en question. Les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est, ou ils ne voient pas l'intérêt, ou ils se disent, c'est du blabla de gens, d'institutions. Voilà. Et on voit qu'il y a une montée quand même aussi des extrêmes, comme on le disait avant, et une remise en question, en gros, de ces fondements qui visent finalement le dialogue et la paix. Donc je pense que la ville de Genève, là, elle a un rôle à jouer pour affirmer sa position. Et d'ailleurs, dans mon année de mairie, ce qui nous lie, il y avait l'idée aussi de ce qui nous lie aussi avec cette histoire de Genève, mais aussi avec ces organisations internationales, l'ONU, etc.
Et on voulait, avec la Fondation pour Genève notamment, mettre en place une conférence avec des ateliers autour du multilatéralisme, mais au sens large, hein, c'est-à-dire avec la population genevoise, et de dire voilà comment est-ce qu'on peut le définir, comment ça se définit à travers l'histoire, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on en attend, comment est-ce qu'on peut réaffirmer ces valeurs, et faire comprendre aussi pourquoi Genève est ce qu'elle est, comment ça s'est construit, ça ne vient pas de nulle part. Et voilà, donc l'importance d'affirmer ces valeurs et de poser les enjeux. Et c'est en ce sens-là aussi qu'avec le professeur Jaffé, donc avec le comité de l'ONU en faveur des droits des enfants, Terre des hommes, enfants du monde, on a travaillé sur une nouvelle déclaration, si on peut dire, qui prend en compte les nouveaux enjeux autour des enfants et qu'on va présenter au mois de novembre, sur laquelle on a travaillé aussi avec des enfants et qui va être signée par énormément de personnalités. Alors, quand on prend la tête de la ville de Genève, quand on est maire de Genève, c'est pour une année, ça c'est la tradition. Vous l'êtes pour une année. Comment est-ce que vous avez choisi, parce que chaque maire choisit un peu un thème fondamental, comment est-ce que vous avez choisi votre thème pour cette année 2024-2025? Alors bon, moi il y a plusieurs thèmes, mais c'est vrai que la trame c'est ce qui nous lie. Alors la trame, évidemment, une des trames c'est les droits des enfants, parce qu'on avait ce centenaire et aussi parce qu'au département on est très engagé sur ces questions et que à travers l'enfance, comme disait Glantingen, mais on retrouve aussi cette idée chez Hannah Arendt, qui disait le monde en ruine. Alors c'est un peu pessimiste, hein, je vous l'accorde, mais quelque part, il n'y a que les enfants qui peuvent reconstruire ce monde en ruine. Et garantir ses droits, finalement, c'est une volonté politique. Hein. Rien ne peut empêcher de vouloir garantir ses droits, si ce n'est une absence de portage politique. Donc, voilà, donc ces droits des enfants, voilà, c'est fondamental dans cette année de mairie. L'autre point, c'est évidemment le contrat social. Comment est-ce qu'on peut le repenser aujourd'hui, de nos jours, et comment est-ce que se traduit au sein des quartiers. Voilà, donc ça, c'est aussi un travail qu'on a fait avec les politiques sociales de proximité. Et puis, voilà, donc autour de ces deux axes, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, que ce soit avec les pompes funèbres sur notre lien à notre patrimoine, à notre passé, et quels sont les liens, quels sont les rituels, et comment on réfléchit finalement à cela. Par exemple, avec le social, on a fait des découvertes de quartiers où on a pu rencontrer des institutions culturelles, des associations, pouvoir créer des liens justement entre différentes ONG et la population locale. Après, il peut y avoir des conférences plus larges, comme avec Cynthia Fleury sur les questions de dignité. Voilà, donc c'est très très large. Mais la trame, ce qui nous lie, c'est que je pense qu'on est justement dans des sociétés où on sépare beaucoup. Alors bon, on apprend aussi en catégorisant, en séparant. Hein. On est assez limité finalement en tant qu'être humain, intellectuellement. Donc il faut bien qu'on trouve des manières de se souvenir ou de... Voilà, donc on catégorise, on sépare. Bon. Mais ce qui m'intéressait, c'est de dire, mais comment faire l'effort inverse, de dire, mais qu'est-ce qui nous relie aussi? Et ce qui nous lie, il est en titre d'un livre de ma fille, qui, quand elle avait 4 ans, donc il y avait ce livre qui était sur le cycle de la vie, et qu'est-ce qui faisait que de génération en génération, il y a des liens, la nature, la culture, etc. Et il y avait ce titre, ce qui nous lie. Et je me suis dit, ça parle à ma fille qui a 4 ans. Et je me suis dit, et en même temps, ça paraît très facile. D'ailleurs, je l'ai fait en soirée, j'ai interrogé des enfants, j'ai dit, pour vous, c'est quoi ce qui nous lie? Alors tout le monde répondait. Des plus petits jusqu'aux jeunes, ils avaient tous quelque chose à dire. Et donc ça m'intéressait aussi de me dire, on est toutes et tous interpellés, on a toutes et tous quelque chose à dire sur c'est quoi ces valeurs et c'est quoi qui fait nos fondements finalement sociaux au sein d'une société et qui renforce notre sentiment d'appartenance. Alors, c'est ce qui vous permettait, j'aimerais vous proposer de réfléchir à plusieurs niveaux sur cette question extrêmement importante que vous soulevez dans votre année en tant que maire de Genève. Qu'est-ce qui, selon vous, lie les Genevois? Alors, je pense que Genève, il y a une juxtaposition quand même d'identité.
Et je pense que c'est là où il y a un enjeu à Genève, à travailler sur ce qui nous lie, c'est-à-dire à faire connaître la Genève internationale aux personnes qui sont plus locales, comme à l'inverse, d'amener les Genevoises et Genevois vers les ONG, vers le Palais des Nations, et d'imaginer comme ça une sorte de lien. Donc je pense que ça, il y a quelque chose à construire. Alors, évidemment que c'est présent, mais peut-être pas suffisamment. Je pense que c'est présent dans certains milieux, mais pas dans tous les milieux. Donc là, il y a quelque chose à faire. Comment ? Comment, par exemple, c'est ce qu'on aimerait essayer de faire avec, par exemple, sur le multilatéralisme, par exemple, ou, par exemple, un événement qu'on aimerait faire au mois de février sur les questions de justice, de pouvoir ouvrir des lieux à l'ONU, ou au contraire en ville. Là, ce dimanche, on va avoir un concert avec le haut-commissaire aux droits humains, ce sera au Victoria Hall, donc c'est vraiment au cœur de la ville. Ou typiquement, quand on fait des événements avec la Genève internationale, où le but c'est de faire côtoyer la population, ce serait d'aller dans différents lieux de la ville, mais aussi des lieux au Palais des Nations, par exemple, et de pouvoir inviter au sens large les habitantes et habitants et les personnes qui travaillent dans le cadre de la Genève internationale, qui d'ailleurs souvent sont des Genevoises et Genevois, parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, qui ont des enfants qui sont scolarisés ici. Donc voilà, si on prend le CERN, la directrice, je crois qu'elle est là depuis les années 90, donc bon, finalement, on voit ces liens-là. Mais je pense que ce qui lie les Genevoises et les Genevois, il y a quand même toujours cet esprit de Genève. Je pense qu'il est quand même encore très présent, peut-être de manière inconsciente, mais il est présent. Il y a cette diversité culturelle, il y a cette idée de vouloir porter les droits humains, d'avoir cet héritage-là. Je pense qu'on le sent quand même dans les quartiers. Et puis, il y a ces multiples identités qui façonnent finalement Genève, ces 5 siècles d'accueil à Genève, avec des personnalités venues d'ailleurs, des personnalités persécutées, des personnalités réfugiées, et qui ont fait Genève, et qui sont Genève même. Donc, cette histoire-là, je pense que c'est ça qui fait la force de Genève et qui relie et qui lie les Genevoises et les Genevois. Quand vous soulevez la question « qu'est-ce qui nous lie ?», qu'est-ce qui lie les Suisses, selon vous, fondamentalement ? Fondamentalement, je pense qu'il y a cette volonté, il y a ce pacte d'une volonté, on a envie. Je pense que c'est le moteur le plus important, c'est celui-ci, c'est celle d'avoir envie de constituer un pays autour de valeurs fortes que sont justement la paix. Il y a une forme d'équilibre, de cet esprit de trouver des compromis avec une forme de mésentente qui est possible dans le compromis, mais de compromis quand même, de recherche de la paix, de cet équilibre, de trouver des formules pour que ça puisse être possible. Je pense que ça c'est quand même quelque chose qui nous unit de manière très forte et qui pose les fondements, en fait, les valeurs de la Suisse. Si je dézoome encore et je vous demande qu'est-ce qui lie les Européens selon vous ? Et bon, à part ça, peut-être aussi, je m'excuse, mais j'ai oublié un point très important, c'est aussi le système en tant que tel, mais qui traduit ces valeurs. Le système, il ne tombe pas de nulle part. Notre système de démocratie, avec une démocratie directe, via le référendum, les pétitions, l'initiative, et le fait de demander à la population de voter, mais c'est un système qui est incroyable. Et je pense que c'est ce qui manque à l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne, la difficulté, à mon sens, à nouveau, je prends toutes les précautions possibles, mais je pense qu'il y a un enjeu démocratique qui doit être posé aujourd'hui. J'entends que quand la France, on lui demande, je crois que c'était dans les années 2000, je ne sais plus, on lui demande sur le traité constitutionnel. Mais je le dis parce que ça m'a beaucoup marqué. Et puis ils ont voté non. Puis après, quelques années plus tard, on leur impose via la voie parlementaire ce même traité qu'ils ont refusé quelques années auparavant. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte la légitimité du peuple,
On ne peut pas tenir seulement avec une monnaie ou un espace, etc. Je crois que c'était David Hume qui disait déjà à l'époque, il disait voilà, si on veut développer une politique, ça ne peut pas être qu'un espace, une monnaie ou des échanges. Il faut qu'il y ait un certain nombre de valeurs démocratiques. Et ces valeurs-là, elles doivent s'exprimer aussi dans les politiques du soin, dans les politiques de la fiscalité. Alors il y a quand même des choses qui se font, il y a des aides qui ont été octroyées, il y a une vision qui a été amenée aussi par Denis de Rougemont, il y a une vraie vision, je veux dire, de cette idée européenne. Et puis, comme je l'ai justement, dit, l'Europe des régions auquel vous y et je pense que c'est ça. Il faut que... moi je pense qu'on a fondamentalement besoin de l'Europe. Donc moi, je suis une inconditionnelle de l'Union européenne, mais il faut qu'on puisse reposer des fondements démocratiques, travailler même sur des points qui font mal, mais de se dire, voilà, comment est-ce qu'on travaille sur ce champ de tension, finalement, entre l'autonomie d'un pays, son peuple, et puis quelles sont les marges de manœuvre, à quel moment on consulte ou non les peuples. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir autour de cette gouvernance. En même temps, il faut avoir conscience que la plupart des problématiques, elles vont... Et on a vraiment besoin d'un impact global. Donc, si on prend par exemple les dérèglements climatiques, alors bien sûr qu'il y a une urgence et qu'on doit travailler au niveau local, évidemment, et on le fait. Mais à un moment donné, si on a l'Amazonie qui est rasée, qui est le poumon du monde, ou si on a telle autre... décision qui est prise je ne sais pas où, on voit bien les liens que ça a, qu'on a on est interliés, on est interdépendants. Voilà, donc cette interdépendance, il faut quand même en avoir conscience. Donc à partir de là, il est essentiel aussi de pouvoir amener un certain nombre d'enjeux politiques à un niveau plus global et de les faire entendre et d'essayer de trouver des solutions concertées. Alors on en est loin, mais pour moi c'est ça l'idéal, c'est-à-dire on devrait quand même arriver, c'est là l'enjeu, c'est-à-dire qu'on doit arriver, c'est assez contradictoire peut-être ce que je dis, mais je réfléchis en même temps que je parle, mais on doit arriver à l'Europe des régions et d'avoir plus de pouvoir peut-être à un niveau local avec ces régions, etc. Puis en même temps, il y a un certain nombre d'enjeux qui touchent toute la planète, tous les êtres vivants, comme l'urgence climatique par exemple, ou les questions de fiscalité aussi qui peuvent mettre à mal certaines régions, enfin un certain nombre de développements qui doivent être posés aussi, un peu comme des socles qui fondent nos politiques. Donc c'est là où il faut trouver un juste équilibre. Alors peut-être que les États-nations maintenant... on doit passer à autre chose, je sais pas, où on doit... en tout cas, il y a quelque chose, je pense, qui doit être vu, mais on en est bien loin, parce que là, on est plutôt sur un mouvement qui revient, comme on l'a dit, plutôt sur les frontières, sur un repli sur soi, sur des politiques sécuritaires quand même, qui sont, dans lesquelles on investit beaucoup d'argent. Il n'y a qu'à voir aussi la Suisse. Je veux dire, les budgets de la Confédération, il y a eu des diminutions sur tout ce qui touche la Genève internationale en cette année 2024. Donc c'est très négatif, ça, par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'importance de travailler sur le dialogue, le multilatéralisme. Par contre, les budgets, sur tout ce qui est armée, sécurité, ils sont augmentés. De manière générale, c'est la tendance qu'on peut observer. Précisément, lorsqu'on pense à cette Europe et qu'on est dans la Genève internationale, que vous incarnez maintenant comme maire de cette ville, comment jugez-vous, je dirais, le rôle de l'Europe à un moment où le monde occidental est quasiment dans une rupture avec presque une grande majorité des autres pays qui ne se reconnaissent pas. Je pense évidemment à la croissance des BRICS, par exemple, qui sont une sorte de réponse, en tout cas tentée, à ce qui est considéré un peu comme l'impérialisme occidental. Bon, l'Europe, à la base, c'était quand même une volonté aussi... Alors bien sûr que ce sont des accords économiques aussi, mais il y a aussi une volonté d'avoir la paix, de trouver la paix. Enfin, je veux dire, après le contexte des deux guerres mondiales, je pense qu'il y avait quand même cet idéal, j'ose espérer. En tout cas, il y avait derrière cette idée européenne, cette idée de paix. Donc,
Bon, là, c'est vrai que vu les forces politiques, c'est difficile aussi d'imaginer ce que serait l'idéal, parce qu'en ce moment, on voit justement plutôt l'inverse. Mais Alors vous avez parlé justement du rôle des c'est dès le moment où excusez-moi. on a des intérêts communs, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des formes de paix aussi dans les régions et entre les pays. Donc, Lorsqu'on voit les drames actuels, est-ce que les villes ensemble peuvent apporter un certain nombre de solutions, je dirais, qui dépassent leur propre superficie? moi, je pense que les villes, elles vont voir les impacts des politiques nationales, fédérales, en premier lieu, si on peut dire, parce que les personnes, elles vont être dans les quartiers, dans les rues, etc. Donc après, c'est des politiques un peu palliatives aussi, on l'a vu pendant le Covid, hein, par exemple, qui ne sont pas forcément idéales, mais qui vont venir pallier, c'est pour ça que je dis palliatives, ils vont venir pallier à certains manquements de politiques qui devraient être menées à un autre échelon. Et les villes, elles ont ces capacités, elles peuvent avoir cette capacité-là. Et avec l'Union des villes suisses, par exemple, il y a un certain nombre de projets ou de messages qui peuvent être portés. Si je prends par exemple sur les réfugiés, les villes à plusieurs reprises suisses ont fait des interpellations à Berne pour pouvoir accueillir par exemple des personnes d'Afghanistan. Voilà, pour qu'on considère que voilà, un certain nombre de femmes, d'enfants risquent leur vie, sont persécutés en Afghanistan. Donc c'est un exemple hein, parmi d'autres, mais ce que je veux dire c'est que voilà, les villes, elles ont ce pouvoir-là. Maintenant que le Forum des maires, c'est là où il faut qu'on voit comment on peut institutionnaliser aussi davantage le rôle des villes. Parce qu'aujourd'hui, les villes, ce n'est pas elles qui vont être interlocutrices voilà, avec les États. Voilà, donc c'est déjà une première, à part ça, d'avoir à l'ONU cette idée du Forum des maires. Hein, c'est quand même assez récent. Et voilà, et on voit, alors évidemment qu'il y a beaucoup de villes qui sont à gauche. On voit que de manière générale, pas qu'en Suisse, mais aussi dans d'autres pays, il y a au niveau urbain voilà, une forme comment dire, de mouvement, en tout cas politique, un peu différencié. Du mouvement national. Enfin, voilà, exactement. On le voit aussi en France, par exemple, hein, dans certains lieux. Et c'est là où il y a peut-être cette idée de rempart, en tout cas à réfléchir par rapport à des politiques qui pourraient devenir extrémistes. Une question pour les Genevois, cette Genève internationale, quand même ville très particulière en Suisse, quels sont les impacts pour les Genevois, ces présences, toutes ces ONG, la présence du Palais des Nations? Qu'est-ce que vous jugeriez comme impact pour la vie de tous les jours des Genevois? Alors voilà, alors sur les Genevois, vous savez, il y a beaucoup de mouvements. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a eu des mouvements qui peuvent être contestataires parce qu'ils ne voient pas l'intérêt du multilatéralisme et qui se disent ça augmente le prix des loyers, ça met une tension sur les loyers, finalement est-ce que ça change quelque chose sur la marche du monde? Et ça, il y a toujours eu aussi voilà, des personnes qui peuvent se sentir un peu exclues et qui ont l'impression que ça peut mettre en concurrence un certain nombre voilà, je sais pas, sur le domaine du logement ou de la circulation ou que sais-je. Mais la réalité, c'est que si on prend... alors déjà, sur le plan symbolique, hein, et sur pas que symbolique, politique, en termes diplomatiques, pas que pour Genève, mais pour l'ensemble de la Suisse, eh bien, ça a un vrai impact. Je veux dire, quand on a le sommet Biden-Poutine à Genève, eh bien, forcément... Genève est présente partout dans le monde et même si ça a échoué, il y a cette volonté d'essayer d'amener un dialogue et de trouver des solutions dans un cadre sécurisant, où on a des infrastructures de qualité, où on a une stabilité politique. Voilà, ça fait partie quand même des forces de la Suisse et de Genève. Et ça amène énormément pour Genève et pour la Suisse, mais pour l'Europe aussi.
Maintenant, au niveau économique, donc si on regarde les chiffres, donc c'est 150 000 emplois directs et plus de 200 000 emplois indirects. Donc il y a aussi des Genevoises, des Genevois et des Suissesses et Suisses qui travaillent voilà, dans ces ONG, dans ces multinationales. Et puis ça représente 37% des emplois du canton. C'est vraiment énorme. Donc je ne sais pas si tout le monde a conscience à quel point c'est un pilier fondamental du marché du travail genevois. Après, dans les retombées fiscales, c'est 2,64 milliards de francs suisses générés en recettes fiscales directes en 2019. Et si on on tient compte des effets indirects et induits, la contribution totale atteint environ 3,93 milliards de francs suisses, ce qui renforce la stabilité financière de Genève. Je veux dire, donc et ça a un impact évidemment pour la population genevoise parce que c'est retombées fiscales. Alors bien sûr, il y en a une partie qu'on va donner à travers un pourcentage pour des projets de développement, de coopération, de développement dans un certain nombre de pays ou de régions du monde, ce qui est normal, mais il y a une partie aussi qui va venir voilà, dans un certain nombre de développements de politiques publiques, sociales, de prestations sociales, de la petite enfance, etc., de la santé, etc., etc. Donc on voit bien à quel point voilà, il y a un lien très fort. Après, il y a évidemment le fait qu'on peut rencontrer des personnalités qu'on ne rencontrerait pas si Genève n'avait pas cette place. Donc ça donne un rôle à la ville de Genève, mais aussi au canton et à la Suisse, d'être un interlocuteur privilégié, d'avoir tous ces ambassadeurs, ambassadrices qui représentent leur pays dans les missions à l'ONU, d'avoir tous ces hauts commissaires, ces agences, ces ONG. Ça nous permet de faire aussi des projets avec elles qui ont des impacts directement aussi pour les Genevoises et Genevois, d'amener de l'innovation, forcément, parce qu'on va être avec des personnes qui ont des expertises, qui ont fait des analyses dans d'autres pays, qui vont amener ici, on peut avoir des échanges, on peut développer des projets. Donc ça, c'est inestimable, je veux dire, d'avoir des personnes. On a plus de 190 nationalités représentées sur le petit territoire de la ville de Genève. Je dis petit territoire parce que si on réfléchit par rapport à New York ou d'autres villes, c'est ça que j'entends. Petit territoire, je ne suis pas en train de dire que Genève est petite, mais 190 nationalités, c'est vraiment une ville internationale à taille humaine, ce qui est assez invraisemblable si on y réfléchit un peu. Et voilà, donc on voit ce que ça crée quelque part en termes d'équilibre social et économique, mais aussi sur le plan plus intellectuel et sur des valeurs fondamentales qui ont construit l'esprit de Genève. À l'issue de votre année de maire, qu'est-ce que vous souhaiteriez le plus léguer ? Ce que j'aimerais, c'est que chacune et chacun, quelle que soit sa fonction, quel que soit son parcours de vie, ses épreuves de vie, il puisse jouer un rôle, avoir un pouvoir d'agir sur ces questions de paix, de solidarité, qui favorisent la cohésion sociale, qui favorisent ce sentiment d'appartenance. Et je pense qu'on a toutes et tous un rôle à jouer. Alors, ce n'est pas pour dire, les collectivités publiques, elles n'ont pas à faire leur travail. Mais je pense que toutes et tous, quel que soit du lieu où on se place, on a un rôle à jouer. Et ça, ce pouvoir d'agir, je pense qu'il est fondamental. Et c'est cette culture citoyenne qu'on a quand même en Suisse et à Genève de manière très très forte, quand on voit le nombre d'associations et d'ONG, et qu'on puisse faire en sorte qu'on ait ce temps-là, cette attention-là à la participation citoyenne finalement à cette énergie qui est déployée par le collectif et qu'on puisse revivre quelque part ainsi, c'est des termes qu'on n'utilise plus vraiment, mais qui, je pense, doivent reprendre tout leur sens, qui sont la fraternité et la sororité. Et je pense, et là on peut faire le lien aussi avec cette question de la paix. Et là, si on arrive à faire en sorte que toutes et tous se disent « j'ai un rôle, moi, dans cette question des liens fraternels et comment dirais, sororales », là, j'ai quelque chose à faire. Là, je pense que je serais vraiment ravie.
Madame Kitsos, un grand merci. C'est un plaisir et un privilège d'être avec vous aujourd'hui pour entendre ces messages, cet engagement que vous avez. Et je vous dis vraiment au nom de la Fondation Jean Monnet, un très grand merci. Merci infiniment. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.